Balado édition du dimanche 28 juillet 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Spoliation du domaine privé de l'État et atteinte à la propriété foncière des particuliers, le président de la République prescrit en toute urgence la mise sur pied d'une commission mixte, CED, Gendarmerie nationale et DGSN, à l'effet d'enquêter en profondeur et d'établir les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la spoliation du domaine privé de l'État et les atteintes à la propriété foncière des particuliers au cours de la période 2020-2024. L'instruction est contenue dans une correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale. Fonction publique, le gouvernement va en guerre contre l'absentéisme et l'indiscipline. Au milieu des travaux du conseil de cabinet du 25 juillet dernier, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour lutter contre le phénomène qui semble se propager et met en mal le bon fonctionnement de l'administration publique. Nouvelle règle de licenciement pour les fonctionnaires après 30 jours d'absence injustifiée. Et pour sortir, on parlera de la prorogation du mandat des conseillers municipaux du 25 février 2025 au 31 mai 2026, sauf si une élection intervient dans cet intervalle. La classe politique ne semble pas être surprise. L'élection présidentielle de 2025 se profile clairement à l'horizon. Alors, avant tous ces sujets, j'aimerais appeler officiellement les gentlemen que j'ai sur ce plateau et la dame également a beaucoup de responsabilités dans chacune de leurs prises de parole. Vous le savez, nous sommes dans un contexte assez délicat avec la presse, notamment, et le CNC, le Conseil national de la communication, est extrêmement, mais alors extrêmement regardant. On parle de tous ces sujets avec vous, Armand Okol. Vous êtes le secrétaire national à la communication du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Est-ce que j'ai le droit de dire que vous êtes militant du PCRN? Je veux dire, où en êtes-vous avec les procès contre Robert Conal, le fondateur du PCRN? Alors, de deux choses l'une. Soit vous restez la reine Ganzo que je connais, qui est rigoureuse, qui est critique et qui est professionnelle dans sa façon de faire. Et dans ce cas, j'ai toutes les raisons d'être sur ce plateau, ou alors vous laissez entourlouper par des sirènes inutiles d'une tentative de déstabilisation. Écoutez, le PCRN, le parti auquel j'appartiens, pour lequel j'ai sacrifié un certain nombre de choses, le parti pour lequel j'ai consacré toute mon énergie. Quand je parle de moi, je parle de ces centaines de milliers de jeunes du Cameroun et de l'extérieur du pays. Je pense en l'occurrence aux Strasbourgeois qui étaient en osmose hier avec le président national du PCRN, l'honorable Cabral Libi. Écoutez, le PCRN reste un et indivisible. Voyez-vous, un objet n'a de la valeur que de par le contenu qu'on lui donne. Et le contenu du PCRN, tout le monde le sait, c'est la dynamique impulsée par le président national Cabral Libi. Et nous sommes des républicains, nous croyons en la justice de notre pays. Souvenez-vous encore des propos du président Cabral Libi qui disait que les deux derniers remparts pour maintenir debout le Cameroun, c'est la justice et l'armée. Je voudrais vous rappeler qu'il y a déjà eu 2 décisions de justice en faveur de la dynamique que conduit le président Cabral Libi et que, curieusement, c'est en face des gens qui ont eux-mêmes pris sur eux d'aller saisir les tribunaux. Parce que quand il y a un litige, quand il y a une crise dans une organisation, qui plus est une organisation politique, et qu'on décide d'aller se confier à la justice afin qu'elle puisse établir la légalité et même la légitimité, rien ne peut justifier que des gens essaient d'aller à l'encontre de cette décision. Écoutez, le PCN est donc debout. Je suis militant du PCN, je milite dans 2 comités communaux. D'abord, le comité communal de Yaoundé 4e, où je réside, et le comité communal de Mban, c'est ma localité d'origine. Et je profite de vos antennes justement pour annoncer en exclusivité que le manifeste du progrès et de la rupture, qui est le livre-programme du président Cabral Libi, est fin prêt. La version anglaise est en imprimerie et donc, sitôt revenu de cette mission que lui a confiée d'abord l'Assemblée nationale, puis le parti pour aller rencontrer les camarades de la diaspora
il va engager sur le territoire national et à l'étranger. Sauf qu'il y a ce que dit la justice et ce que dit la tutelle des partis politiques, le ministre de l'administration territoriale. Et jusqu'ici, le ministre Paul Atangandi, qui avait écrit, on se souvient, à Elections Cameroun, ne s'est pas encore dédié. Alors, c'est très grave. On est dans le contexte camerounais, malheureusement. C'est extrêmement grave ce que vous venez de dire, et on va le démontrer tout à l'heure. D'où viendrait-il que dans un pays dit de démocratie, dit de séparation de pouvoir, qu'un ministre, fût-il celui de l'administration territoriale, décide d'aller à l'encontre de la justice? Mais il a posé un acte extrêmement grave il n'y a pas longtemps. Il a saisi Elekam pour, dit-il, désigner la personne morale qui répond au nom du PCN. Ça ne s'est jamais vu. Le ministère de l'administration territoriale n'est pas né sur Atangandi. Avant lui, il y a eu des René Emmanuel Sadi, il y a eu des Marafa Amidouda Yaya, il y a eu des Kungu Edima, des grands noms, des hauts commis de l'État qui ont compris en vérité que lorsqu'on est dans un pays comme le Cameroun, les hommes passent et les institutions restent. Avant le ministre Atangandi, il y a eu d'autres personnes. Donc, si vous venez me dire que la parole d'un individu, fût-il ministre, vaut au-dessus de la justice, alors j'ai envie de dire que nous sombrons donc dans une sorte de no man's land où chacun fera désormais ce qu'il veut et comme il veut au nom des appétits égoïstes d'un individu, fut-il un ministre de l'administration territoriale. Écoutez, que le ministre n'a pas désigné, il a rappelé que Robert Kona est le père fondateur, mais d'où vient-il qu'un ministre soit à même du parti. Mais Madame Leila, oui. je continue à vous considérer comme la fine fleur du journalisme au Cameroun. Le temps que vous avez mis pour la présentation excellente de cette émission témoigne de ce que vous avez le bagou pour pouvoir mener. Je dis, et je le répète, quand on parle de séparation du pouvoir, ça veut dire qu'il y a d'un côté l'exécutif, il y a le législatif et il y a le judiciaire. Pour quelque raison que ce soit, l'exécutif ne saurait faire préemption sur les décisions prises par la justice. La justice est souveraine. Le symbole de la justice, ce sont les yeux fermés et une balance en équilibre. Cela signifie simplement que les décisions de justice sont prises pour que la loi soit dite et que les gens se soumettent au respect des décisions qui ont été prises. C'est la raison pour laquelle nous ne nous laissons, mais pas du tout, mais pas un seul instant, embobiner par cette tentative de déstabilisation qui n'auront pas raison. Vous savez, quand on entre dans cette arène qu'on appelle la politique et quand on a glané des lauriers comme ceux que nous avons glanés, rappelez-vous, lorsque Cabral Libi décide de se lancer à la course de la présidentielle de 2018, ils sont nombreux à déclarer qu'il ne pourra même pas avoir 1%. La suite, tout le monde la connaît. Quand il décide de piloter et de coordonner la dynamique pour aller à l'assaut des élections législatives et municipales, on ne lui prédit même pas l'élection d'un seul conseiller, mais au finish, vous le savez. Merci à Mokol d'être avec nous ce donc écoutez, nous sommes des républicains et nous les estimons encore. Malheureusement, les signaux que nous envoie parfois la justice nous interpellent, mais nous restons convaincus que les derniers remparts vont jouer à fond. À côté de vous, Emmanuel Kounié, économiste, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour Monsieur Kounié, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Leila, bonjour à mes copanélistes, bonjour également à tous ceux qui vous regardent et un bonjour particulier à mes camarades militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui continuent les inscriptions massives malgré tous les reports, les prolongations qui se contredisent, qui vont dans tous les sens. Dans tous les cas, nous continuons à travailler. Nous espérons que les élections auront lieu, quel qu'en soit le jour. Nous serons prêts et nous pensons que toute cette frilosité que nous constatons, les frasques de ceux qui nous gouvernent ne nous impressionnent pas. Nous continuons le travail sereinement et nous pensons que nous allons arriver à notre but. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier cette semaine qui a retenu votre attention? Vous suivez les JO? Oui, je suis les JO, j'ai vu l'ouverture des JO, j'ai vu notre président là-bas qui était présent. Bon,
je ne fais pas de commentaire sur la personne parce que le commentaire se fait tout seul. Je crois que tout le monde l'a vu. Et je pense de plus en plus que le président, peut-être avec un peu de chance, pourra, comme il a dit lui-même, aller se reposer au village et nous laisser une autre ouverture. Nous espérons vraiment qu'il ira se reposer au village. Armand Cole veut dire quelque chose, mais il va permettre que je présente Moïse Nguidjolgan du Social Democratic Front. Bonjour Monsieur Nguyen, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Léla et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais saluer nos nombreux militants du Social Democratic Front qui en ce moment suivent cette émission. J'ai une pensée pour le jeune Junior Ngombe, jeune TikToker qui a été arrêté dans des circonstances troubles depuis quelques jours et pour lequel le SDF a engagé des enquêtes pour comprendre exactement de quoi ça retourne. Et le SDF se tient debout pour que, s'il est prouvé que ce jeune homme qui demande le changement au Cameroun simplement par des voies pacifiques, s'il est arrêté pour ses opinions politiques, le SDF se tient prêt pour mener la bataille alors qu'il va s'annoncer apte, pour que le gouvernement puisse simplement le remettre en liberté. La justice. Nous disons cela comme ça, mais nous disons que nous sommes dans un état de droit, c'est eux qui le clament, et alors que les libertés d'expression et les libertés de mouvement, avec le fameux arrêté préfectoral du Founé qui a défrayé la chronique il y a quelques jours, nous inscrivons en faux avec de telles pratiques. C'est le cas encore avec une sortie du gouverneur de la région du centre adressée à tous les préfets pour demander que cessent les casses massives. Du moins, il faudrait requérir au préalable de l'autorisation encore de M. Atangandi, le ministre de la Santé territoriale. Alors, est-ce que cela s'appliquerait mutandis au niveau des autres régions et des autres départements? That's the question. Donc, puisque des casses, il y en a partout, et ça cause les dégâts que ça cause aux Camerounais. J'espère peut-être que tout à l'heure, ma voisine de gauche nous permettra d'en connaître un peu plus sur ce genre de situation. Mais nous appelons les Camerounais à continuer à s'inscrire massivement sur les électorales. Parce que le texte du président, déjà, qui proroge les mandats des conseils municipaux, se veut plus ou moins pas clair, parce qu'il parle à même moment, sauf s'il y a une élection qui intervient dans cet intervalle. Et donc, c'est l'occasion pour moi d'appeler tous les jeunes Camerounais, en particulier, qui aspirent à exercer des mandats électifs, à aller vers les centres des impôts, les inscriptions, oui, mais il faut aller vers les centres des impôts pour déclarer leurs revenus. Sinon, ils seront encore pris au piège de ce régime qui n'entend pas lâcher prise. Donc, ils doivent aller là-bas déclarer leurs revenus pour que le moment venu, qu'ils aient leur certificat de conformité et donc puissent être candidats. Dans tous les cas, nous nous engageons à les recevoir et à leur donner la possibilité de candidater pour porter la voix, pour exprimer leurs desiderata au sein des communes, au sein du Parlement, ou si enfin l'opposition venait à être majoritaire, nous pensons que des lois scélérates comme celles qu'on nous sert tous les jours à l'appel ne pourront pas forcément... Pas de loi scélérate, je vous en prie, monsieur Nguyen, pas de loi scélérate. On ne parle pas de loi scélérate. Vous savez, vous aimez vous dire, la justice, l'a dit tout à l'heure, oui. Armand, si tu le permets, la justice, elle a pour dire la loi, mais toujours est-il que ces lois ne sont pas toujours bonnes. Et nous pouvons le dire, mais tant qu'elles sont là, la justice a le droit de les faire appliquer. Et donc, nous pensons qu'il faut agir en amont, en essayant d'avoir un Parlement tourné vers la préoccupation, la défense des intérêts des populations, que d'être simplement une caisse de résonance au service d'un individu. Bon, on ne va pas dire que c'est une caisse de résonance au service d'un individu, on va simplement dire que ce sont les lois votées par la majorité parlementaire. Par le CNC. La majorité parlementaire, et qui est enfin je ne vais pas dire malheureusement, la majorité parlementaire représentée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En une minute, monsieur Nguyen, qu'est-ce que ça fait d'être le seul parti politique du Big 3 de l'opposition? Je veux dire Big 3, je me réfère à l'élection présidentielle de 2018. Le SDF était 4e, derrière le PCRN 3e et le MRC 2e. Qu'est-ce que ça fait d'être le seul de ce Big 3 de l'opposition à n'avoir réellement pas de problème à
cela couler douce en cette période préélectorale? Vous le dites, hein, en avoir pas de problème, mais nous n'allons pas être tous les jours comme certains peut-être. Est-ce que vous vous dites, nous on a vu le mal venir de loin avec le schisme, mais on a coupé... Non, ce n'est pas cela. Nous ne pensons pas que tous les jours, pour nous, il faille être sur les plateaux de télévision pour dire, voilà, on m'a piqué ici, on m'a piqué là. Nous sommes dans un domaine politique où nous affûtons nos stratégies, nous nous inscrivons en faux. Avec, pour ce qui se passe dans les autres formations politiques, l'émission du ministère de l'administration territoriale, l'émission du pouvoir du gouvernement au niveau des actions que l'ICAM doit mener. Cela ne nous épargne pas, nous sommes tous concernés. Mais je ne vois pas ici venir dire qu'est-ce que nous avons vécu lors de notre congrès à Yaoundé en octobre dernier. Nous avons, en tant que politique, pu déceler, pu détecter l'implication du parti au pouvoir pour essayer de nous déstabiliser dans tous les cas. Tout le monde le sait, Emmanuel ici est mieux placé pour le confirmer. Le SDF est un parti qui a survécu à des dizaines d'années, depuis plusieurs dizaines d'années, à ces situations qui pour certains semblent nouvelles, non, et pour lesquelles nous continuons à dire notre indignation. Donc nous faisons face à beaucoup d'autres problèmes par rapport à ça, mais nous essayons simplement de les prendre avec beaucoup de lucidité et surtout de voir comment les contourner. En réalité, le RDPC, parce qu'il faut parler de lui, se pose aujourd'hui en un mur devant les Camerounais pour le changement auquel la majorité des Camerounais, sinon la grande majorité, s'attend. Et il n'est pas question d'aller vers le mur, parce que quand on fonce dans le mur, qu'est-ce que nous pourrons? Il faut essayer de trouver des stratégies pour contourner le mur et donc pour arriver au but. Nous pensons que nous allons chercher ensemble ces stratégies et donc il faudrait simplement que d'abord que les gens s'inscrivent et quand les gens vont s'inscrire, nous allons continuer à travailler ensemble pour que au jour des élections, convoquer quand il semblera bon de les convoquer, que nous soyons présents, que nous soyons tous présents dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Et donc finalement, cette victoire du peuple camerounais triomphe de cette situation de gabégie et de détournement de fonds publics, de pillage de deniers publics du Camerounais. Il faut simplement que les Camerounais comprennent, le SDF travaille. Les prochains jours, nous dirons davantage sur ce que nous pensons pour 2025 avec naturellement la sortie du programme du SDF, nouveau programme du SDF pour l'élection présidentielle. Nous allons nous y mettre, nous allons travailler, vous serez régulièrement informés, de même que le peuple. Mais cela ne veut pas dire qu'au quotidien, nous sommes une préoccupation et une sérieuse préoccupation pour le pouvoir. Et il faut le dire, les résultats de l'élection présidentielle pour nous ne sont pas ce sur quoi nous voulons nous focaliser. Parce que c'est ce qu'on veut utiliser pour manipuler l'opinion. Mais la vérité, c'est que le SDF a déjà eu à battre le RDPC aux élections. Ne serait-ce que dans cette ville de Douala, et même à l'élection présidentielle 92, le candidat du SDF qui avait été adoubé par l'Union des forces pour le changement est venu à bout du candidat du RDPC, M. Biya, qui simplement a décidé de ne pas quitter le pouvoir. Sauf que ça, c'est ce qui se dit officieusement, mais officiellement, les résultats qui ont été donnés. Puisqu'effectivement, il y a un dicton populaire qui veut que quand la Cour suprême, alors le Conseil constitutionnel aujourd'hui a dit, on dit la messe est dite. Exactement. Et alors, il dit, et très souvent, quelqu'un nous avait dit que lui lit ce qui lui est simplement présenté. Ça, n'oublions pas ça également. Donc, nous savons ce à quoi nous en tenir. Nous avons l'expérience de ces combats qui sont quotidiens et qui commencent simplement avec le prix de la tomate sur le marché, qui commencent simplement avec le coût du carburant pour lequel nous disons que nous pouvons le ramener à 200 francs le litre, alors qu'actuellement il est à 800, c'est pas 840, voire plus. Il y a donc ces problèmes. Les gens ne doivent pas penser que c'est le fait d'aller suivre un parti politique au tribunal qui est le problème du Cameroun. Non, le problème du Cameroun, c'est le quotidien des Camerounais, c'est la vie chère, c'est les enseignants qui doivent être payés, c'est les Camerounais qui veulent la liberté d'aller et de venir, c'est des routes qui doivent être aménagées, c'est les chantiers de la canne qui doivent être achevés, surtout qu'on nous dise exactement l'audit, qu'est-ce qu'il en est, qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé avec la Covid, malgré tous les rapports que nous avons reçus ici et là. Donc voilà la réalité. Merci, M. Ngane. À côté de vous, on présente le docteur Marcel Simo, sociologue et militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bien, bonjour à vous Léla, bonjour aux co-discutants que vous avez déjà présentés, bonjour aux milliers de Camerounais qui nous regardent.
C'est un plaisir d'être sur votre plateau, d'avoir été invité à votre table ce dimanche. Alors, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention ce dimanche? Oui, naturellement, j'allais dire les examens officiels, avec la sortie des résultats depuis le bac au pourcentage titan, trop bas, qui pour nous commence à être intéressant parce que, je l'ai d'ailleurs dit quelque part, qu'on commence à donner de la valeur aux examens et c'est ce que nous avons toujours réclamé depuis fort longtemps, donc c'est un plaisir. La preuve avec les autres examens, je crois que hier ou avant-hier, on était avec le probatoire industriel où le taux est assez intéressant et puis du coup on se rend compte que voilà véritablement le résultat de l'effort du travail de nos enfants. Et quand on regarde également à côté, tout porte à croire que on a commencé à comprendre que les délibérations avec des rajouts ça et là ne nous avantageaient vraiment, je vais le dire, en rien, ne nous aidaient en rien de dire qu'on a eu un taux de bac de 70-80%, on est à 25, on est à 30, on est même à 10, ça reflète exactement le travail de nos enfants et ça va les amener certainement, ça je le dis pour les années prochaines. J'en suis convaincu que 2024-2025, nos élèves et même nos étudiants, tout le monde se mettra au travail et jouera véritablement son rôle, c'est-à-dire nos élèves vont véritablement jouer leur rôle, les enseignants vont également jouer leur rôle et au finish, on aura un résultat beaucoup plus intéressant. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Allez-y avant, monsieur. Oui, vous avez demandé si nous avons regardé la cérémonie officielle des Jeux Olympiques à Paris. Et effectivement, moi j'étais devant l'écran de télévision. J'ai été interpellé par une image qui a abondamment circulé, celle du président de la République du Cameroun qui, sous cette pluie, n'avait en tout et pour tout sur la tête que ce plastique-là. Et moi, ça m'a interrogé en vérité. Je me suis dit, mais... Est-ce qu'il était le seul à avoir ce plastique-là? Non. Je suis Camerounais. Je parle de ce qui concerne le Cameroun. Ils sont très nombreux qui en avaient en passant. On est totalement d'accord, docteur Genet. Voilà, je n'ai pas dit le contraire. Moi, ça m'a interpellé. Je me suis demandé, mais comment sont ces Parisiens? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu reporter la date des JO pour empêcher qu'il y ait la pluie, comme les nombreux retards accusés au Cameroun lors de la phase finale de la Coupe du Cameroun qui sanctionne la fin de la saison sportive. Voyez-vous, je crois savoir quand même qu'ils sont en plein été en ce moment, donc il n'est pas censé... Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je dis. Oui. J'ai donc été surpris que le président de la République du Cameroun est allé à une cérémonie où il a plu, où il n'est pas allé s'abriter, où il est resté avec un plastique sur la tête. Or, ici au Cameroun, nul ne sait, pratiquement au mois d'août, quand va se tenir la finale de la Coupe du Cameroun. Encore que, on multiplie plusieurs reports et au finish, le président de la République ne va pas se présenter pour des raisons qui sont les siennes. Mais nous voilà, je l'ai vu, ça va faire, si mes souvenirs sont exacts, 4 ans qu'il n'a pas présidé la finale de la Coupe du Cameroun, se fait représenter par le Premier ministre, mais invité à Paris, il est parti, il était sous la pluie, il n'avait qu'un plastique. Et à un moment donné, je me pose la question de savoir, je sais que le Conseil national de la communication vous fait un certain nombre de reproches, mais le Conseil national de la communication, pour le peu que je sache, ne peut pas vous faire de remontrances sur la nature des faits. Et ce que j'évoque là, c'est uniquement des faits. Est-ce que le président de la République du Cameroun s'est fait mouiller lors de l'ouverture officielle? Oui. Avait-il un plastique sur la tête? Oui. Est-ce que sur l'image, il paraissait malheureux? La réponse également est oui. Non, mais pour quelle raison? Oui, mais l'image, c'est votre lecture. L'image, c'est votre lecture. Le docteur tout à l'heure semblait, le docteur tout à l'heure, mais ce sont des faits. Le journaliste fait l'analyse, c'est la sémiologie également. On va au-delà de l'image, on essaie de scruter l'image. Est-ce qu'il était souriant sur cette photo? Évidemment non, il ne souriait pas. Par conséquent, il était mal d'être là devant ces gens, certainement, il se demandait même ce qui est en train de se passer. Mais là n'est pas la question. Mais j'ai surtout été interpellé. Sur la photo, je n'en parle plus. Je n'en parle plus. Je crois que ça va vous arranger. Donc, j'ai été interpellé par la dame qui semble se satisfaire de ce que
Voilà les résultats du baccalauréat de cette année qui était 37%. Non, c'est bien, ça reflète le niveau exact. Non, quand on appartient, quand on est majoritaire dans un gouvernement où il y a un tel niveau d'échec, je voudrais vous rappeler en passant qu'au sous-centre écrit de Mvomeka, avec toute la signification que cela a, au baccalauréat A4 espagnol, c'était néant. Ça doit vous interpeller. Au lycée bilingue de Yaoundé, lycée de référence, baccalauréat A4 espagnol, néant. À partir de ce moment, on ne se satisfait pas d'un tel bilan, parce que là, on est dans le bilan, on s'interroge. Lorsque les échecs scolaires atteignent ces niveaux, on doit pouvoir se remettre en cause et se dire, là, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Mais pourquoi les taux de réussite aux examens officiels les années précédentes étaient plus élevés que cette année? Pour une raison simple. L'année dernière, au baccalauréat, on est allé repêcher lors des délibérations des élèves qui avaient 6,5 de moyenne. On les a fait passer. Est-ce que vous le confirmez, Dr Martin? Vous me permettez, c'est très important. Mais vous connaissez... Non, allez-y. J'ai pas envie de vous couper. Le mien, quand j'aborde une question comme celle-là, écoutez, on dit que la jeunesse est le fait de lance la nation. Mal formé, on compromet le fait de lance la nation. Bien formé, on prépare un avenir de manière rigoureuse. Je ne ferai pas le débat sur l'adéquation entre la formation et l'emploi, parce qu'à partir du secondaire, on peut déjà et on devrait déjà se préoccuper de cela. Non, au Cameroun, on a tué l'éducation, c'est peu dire. On ne va pas dire qu'on a tué l'éducation. Mais on l'a tué, confère les revendications des OTS et OTA, qui tous les jours vous ont dit exactement. La preuve de ce qu'on a tué l'éducation, c'est l'invasion des nôtres vers le Canada. Les gens ne vont pas quand ils se sentent bien. Imaginez-vous aujourd'hui le nombre d'enseignants qui ont désormais pour objectif quitter ce pays et aller à l'étranger. Autrefois, métier élitiste, métier, quand on avait un enseignant dans sa famille, on pouvait se bomber le torse. Mais aujourd'hui, entre la vocation et le triste spectacle qui est fourni, je dis, on peut faire preuve d'un minimum d'humilité, faire profil bas et se dire, nous qui sommes majoritaires au gouvernement et dans la plupart des instances, nous avons échoué et ça se reflète sur les résultats de nos enfants. Oui, M. Kounia, avant... Oui, je voudrais dire que, honnêtement, quand on regarde ces résultats au baccalauréat, on se dit que la fonction publique camerounaise a un souci. Un grand souci, parce que vous savez, la fonction publique est la partie opérationnelle de l'État. C'est à travers la fonction publique que l'État s'exprime. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui fait tout le travail. Aujourd'hui, on dit même qu'il y a beaucoup d'absences dans les ministères. Peut-être ce ne sont pas des absences, ce sont des gens qui sont partis, puisque tout le monde s'en va au Canada. Parce que les traitements ne sont pas bons. Et les OTS n'ont pas cessé. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai appris que le ministre de l'Éducation, des enseignements secondaires, a fait une note pour demander de suspendre d'abord les APE. Or, vous savez qu'il y a des lycées où, quand il y a 20 salles de classe, les APE ont construit, je crois, 15 ou 16. L'État n'a pas fait grand-chose dans ces lycées-là, il y en a plein. Donc, nous entrons dans une situation où nous risquons de nous retrouver dans une confusion généralisée. Parce que là, on va rentrer, on ne sait pas si les APE doivent être perçus ou pas. Parce que jusqu'à présent, cela n'a pas été encore dénoué. On ne sait pas. Les parents ne savent pas s'ils doivent continuer à payer les APE. Et en ce moment, est-ce que les maîtres vacataires vont être payés par l'État ou bien de toute façon? Puisqu'on parle, on dit que les régions doivent pouvoir, n'est-ce pas, prendre leurs responsabilités parce que c'est des compétences transférées aux régions pour pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper des professeurs vacataires dans les lycées. Est-ce que les régions ont les moyens pour le faire? Est-ce que les compétences transférées ont été suivies, n'est-ce pas, des ressources y afférentes? Non. La réponse est non. Donc, nous allons vers une rentrée scolaire qui va être des pires, une rentrée scolaire telle qu'on n'a jamais vue. Parce que je pense qu'il faudrait que très rapidement, le ministre des enseignements secondaires clarifie cette situation. Parce que si elle n'est pas clarifiée, alors nous sommes en train de penser, de voir que les résultats du baccalauréat n'ont pas été bons, mais nous risquons d'avoir
pire l'année prochaine. Parce que dans les établissements secondaires publics, les enseignants n'ont pas travaillé. Ils ont passé tout leur temps à revendiquer leur salaire qu'ils n'ont pratiquement pas eu jusqu'à aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, les vacataires qui recevaient quand même un peu d'argent des APE risquent de ne pas aussi avoir leur salaire. Imaginez donc ce qui va se passer. Donc, je crois qu'il faut que ceux qui nous gouvernent fassent un peu de précaution, qu'ils se mettent au travail. Parce que le tout n'est pas de bavarder, d'agiter les gens en prison, de dire qu'on ne doit pas parler sur le plateau, qu'ils fassent également leur travail. Parce qu'on se rend compte que, vraiment pour ce qui est de l'enseignement, les responsables ne sont pas en train de faire le travail. Et je crois que c'est très grave. Si cette rentrée scolaire arrive sans qu'on tranche sur cette affaire des APE, vous allez voir que les professeurs vacataires vont commencer également à bouder, pendant que les professeurs titulaires sont en train d'être dans les OTS, etc. Ça sera la pagaille dans l'enseignement secondaire, et puis je crois que ce n'est pas digne de nous. Docteur Marcel Simon, vous avez été interpellé par les panélistes sur plusieurs points, la délibération par le passé, Armand Cole parlait de 6, confirmation ou pas, les néants dans certains établissements scolaires, ce qui a conduit à ce qu'il a appelé la mort de l'école, et bien sûr le manque de clarté autour de la suspension de l'APE. Oui, c'est très important. J'ai d'ailleurs souligné cet élément parce que je savais que ça allait susciter ce que ça suscitait là maintenant. Mais il faudrait qu'on comprenne quelque chose, Léla. Le pourcentage qu'on a eu cette année n'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois que le Cameroun a un pourcentage comme celui-là. Il faut bien qu'on le dise. Moi, j'ai apprécié Armand lorsqu'il s'est mis à citer les lycées. Mais j'aurais eu envie qu'il cite également des collèges. Qu'il vous cite des collèges. Et je vais vous demander à ce moment-là si les collèges sont interpellés par l'OTS. Là, il y a un véritable problème de sérieux. L'échelle des responsabilités, il faut le dire, est déterminée. En fait, je veux comprendre. Mais la première... Quand vous dites que vous aurez aimé qu'il cite... Oui, qu'il vous cite certains collèges. On a des votes des collèges à Yaoundé qui étaient naturellement 100%. On a l'État, j'aurais bien aimé quand il vous cite les lycées et puis Vox ceci et ça, qu'il vous dise pourquoi justement on a des néants dans certains établissements justement parce que, et puis des 100% dans les collèges. Non, permettez, je veux qu'on aille simplement. Léla, aujourd'hui, nos enfants, il faut bien qu'on s'arrête un moment et qu'on se dise la vérité. Nos enfants ne travaillent plus. À côté du comportement de nos enfants, il y a également la responsabilité parentale qu'il faut mettre en cause. Oui, je suis d'accord que tout le monde se lève et tire sur l'enseignant parce que généralement, j'ai envie de dire, c'est la proie la plus facile. Mais il y a une responsabilité parentale et même individuelle, celle de l'étudiant que nous avons, de l'apprenant que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas se dire aujourd'hui que nos élèves sont les meilleurs, sont les super. D'ailleurs, on les voit tous les jours à longueur de route. Et on voit des comportements qu'ils adoptent. Ce n'est pas des comportements responsables. Et pour une fois, j'ai dit, je suis très d'accord que les délibérations n'aient pas pu donner un taux extrêmement élevé parce que c'était l'impression qu'on avait lorsqu'on délibérait à des pourcentages, c'est-à-dire on vous dit ajoutez 2 ici, ajoutez 3 ici, ajoutez 1 ici. Après, vous voyez à la fin, au finish, 80% et chacun dort sur ses lauriers se disant, ah oui, je peux le faire. Il faut bien qu'on s'arrête un moment et qu'on recrasse clairement le résultat de ce qui a été fait. Et c'est ce que nous avons obtenu cette année. Donc, en fait, par le passé, c'est pas le plus mauvais. Oui. Parce qu'au Cameroun, on a eu des scores moins que ça. Ça, il faut le dire. Maintenant, je vais plus loin. Il y a des scores moins que ça. Quelqu'un vous a parlé des frais d'APE. Non, monsieur Kougné. Il y a simplement un arrêt momentané. Je vais dire ça comme ça. C'est pas qu'une suspension. Et pour des raisons claires, nous savons que généralement le mois de juillet, août, à la fonction publique, au niveau d'un lycée, c'est les moments d'affectation. Je n'ai pas envie de vous dire ce qui se passe pendant ces moments-là, où des professeurs dans des lycées vont prendre tous les frais exigibles, c'est-à-dire les frais normaux qui se prennent au niveau des banques, heureusement maintenant, et maintenant les frais d'APE et tout ce qui va avec, et quelques temps après, baf, ils sont partis. Maintenant, pour que celui qui vienne, il se mette à travailler, comment ? Donc je crois que ça a été une décision sage de Madame la ministre de dire suspendez d'abord les frais d'APE. Jusqu'à quand? Non, c'est pas que ça n'existera pas. Mais attendez. Maintenant, si vous voulez inscrire vos enfants, monsieur Kouy, si vous voulez inscrire votre enfant, il y a des frais exigibles que tout le monde connaît. 7500 et 10 500 que tout le monde connaît, qui ne changent jamais. Ça, tout le monde connaît. Maintenant, allez inscrire votre enfant qui est allé en classe supérieure, premier cycle 7500, second cycle 10 500, en attendant que les autres éléments soient levés. Mais ça ne peut pas impacter sur l'inscription d'un enfant en classe au niveau du lycée. Donc, ne criez pas comme si il y a quelque chose qui est fait de mauvais.
mais ce sont des mesures, j'ai envie de dire, préventives. Madame, il a été dit... Non, attendez, là, elle m'a pas compris. Il a été dit que c'est les régions qui doivent prendre le responsabilité. Là, vous soulignez notre problème. Parce que, vous soulignez, monsieur, que vous avez parlé des frais d'APE. Je vous ai donné la réponse. Les régions doivent prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que les régions doivent pouvoir... Attendons dans la rentrée scolaire 2024-2025, pardon, et voyons ce qui va se passer. Les régions n'ont donc pas les moyens pour le faire. Et il a été dit. Donc, j'espère que d'ici là, ils vont transférer, n'est-ce pas, les fonds aux régions pour leur permettre... Donc, Léla, si je peux terminer, je vais simplement conclure en disant à M. Okol, le secteur de l'éducation est l'un des secteurs extrêmement ouverts. Je ne veux pas dire que le mouvement OTS n'a pas impacté la qualité du travail. Non, je ne sais pas que ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ce mouvement OTS qui a effectivement joué un rôle négatif dans le résultat que nous avons, il y a le comportement, l'irresponsabilité des parents que nous sommes aujourd'hui et le comportement qu'on peut observer de nos futurs, de ce que nous appelons élèves. Merci. Allez-y, oui, j'ai un problème très souvent avec... nos concitoyens, nos frères et sœurs du RDPC. C'est-à-dire, ils ont très souvent la propension à se poser en avocat du régime ou alors des actions posées et menées par le gouvernement. Et je sais que ce sont leurs camarades de parti, mais je crois que nous parlons d'un secteur qui ne concerne pas seulement les enfants des militants du RDPC, qui concerne l'ensemble des Camerounais. Alors, le docteur Simo vient de dire, nos enfants ne travaillent plus. Elle l'a dit. Et je voudrais, en tant qu'enseignante, qu'elle souligne cela avec des traits rouges. Mais j'attendais d'elle qu'elle se dise pourquoi. Bon, elle ne l'a pas fait. Non, elle a pas tout de suite embrayé. Oui, vous avez décidé de vraiment, dire cela. je dis en tant qu'enseignant, nos enfants ne travaillent plus parce que nous avons échoué. Réveillons-nous. Pour que les enfants travaillent, et je le dis ici, le SDF se réserve dans les prochains jours de publier tout un dossier sur l'école. Parce que cette affaire de baccalauréat, nous attendions l'application de tous les résultats aux examens et nous sommes en train de faire une analyse exacte et plus approfondie du système éducatif au Cameroun. Donc je crois que c'est un détail qui intègre, alors qui nous donne le niveau exact des problèmes que rencontre l'ensemble des Camerounais. Pourquoi? Parce que pour que nos enfants travaillent ou se remettent à travailler, il y a un minimum de conditions à prendre, il y a un minimum d'environnement dans lequel ils doivent se retrouver. Nous avons eu, la chance d'aller à l'école. Nous sommes des enfants. Moi, je suis né en Commandant. Commandant, ce n'est pas des quartiers de UP. Donc, je connais ce que c'est. Et moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue à croire en l'État. Mes enfants font les écoles primaires publiques. Mes enfants font les lycées d'enseignement secondaire. Je continue à croire, l'OTS et tout ça, nous le savons, nous défendons leur situation à l'Assemblée nationale, etc. depuis peu, avec l'honorable Joshua aussi. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que nous nous arrêtions tous et que nous reconnaissions que nous avons échoué, que le gouvernement a échoué. Pourquoi? Parce que, je finis par là, il y a des ministres dont la réputation précède leur arrivée dans certains départements ministériels. Il faut le savoir, il n'y a pas qu'à l'éducation nationale. Il y en a dans le sport, il y en a dans la culture, il y en a ici et là, qui quand même, de part seulement, l'annonce de leur nom, l'annonce de leur présence, des gens prédit, on commence à prédire l'échec de ce niveau. On n'a jamais réussi à juguler la fraude avec ce problème d'eau au niveau des examens. Cette année encore, il y en a eu, que tout de suite, on va vous brandir la réussite du collège Mvoct comme étant une question nationale. Le Mvoct, oui, nous connaissons les conditions de travail au niveau de Mvoct. Donc, ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas qu'on ait eu 100% en Mvoct, ce qui doit nous préoccuper, c'est qu'on ait eu néant en Vomeka. Pourquoi on doit avoir néant? On doit avoir 100% en Vomeka, on doit avoir 100% partout. C'est ça l'objectif. Et il Pourquoi? C'est des super enseignants à Vomeka, ils ont fait une école normale différente de la nôtre. Je veux savoir simplement. On a la même école normale, on a les mêmes formations. Vous avez la charge. Quand on a la charge de diriger un pays, on doit s'assurer que toutes les populations, que toutes nos populations, par exemple pour le cas au Cameroun, peuvent accéder aux soins de santé de la même manière. On doit s'assurer qu'à l'éducation, qu'à l'école,
tous les enfants doivent être viser le meilleur. Je crois que c'est ce qui est fait. C'est d'ailleurs ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Le résultat d'un collège, alors que vous avez directement la charge des lycées. En une minute, on va nous ne voulons pas débattre forcément de ça ici, mais nous avons le temps pour en parler. Et puis nous allons je prendrai moins d'une minute. Oui. J'ai été stupéfait tout à l'heure, et j'imagine vous également, lorsque le docteur Simon dit, j'aurais bien voulu que M. Okol aille au-delà et qu'il convoque également les chiffres dans les collèges privés. Oui. Mais croyez-moi, ça me fait extrêmement peur. Première des choses, docteur Simon, les pourcentages de ces collèges confessionnels sont largement au-dessus de ceux du public. Oh que non, apparemment, vous n'avez pas compris ma logique. Si le sujet du jour, allez avant, c'est le pourcentage également très faible. C'est ce que je voulais qu'il souligne. La faute commune ne crée pas le droit. J'ai envie de vous dire, l'échec commun ne saurait être cité en exemple. Ce que je veux souligner, c'est que nos enfants ne travaillent plus. Et à côté de ça, il y a des parents qui sont éloignés de leurs responsabilités. Et ça, j'insiste là-dessus. Alors, je vous rassure. Les parents se sont dédouanés de leurs responsabilités. Ça, je le dis honnêtement. Je prends à mon compte la responsabilité du premier acteur qui est l'enfant. Je prends à mon compte la responsabilité parentale et des autres corps sociaux. Je suis d'accord avec vous là-dessus. D'ailleurs. Mais je dis, le seul fait qu'aujourd'hui, les gens soient plus préoccupés à envoyer les enfants dans les écoles confessionnelles privées au lieu du public, alors que jadis, c'était totalement le contraire, doit inquiéter. C'est un aveu d'échec qui montre que de l'autre côté, les lycées et écoles publiques sont pleins, Les lycées et écoles publiques sont pleins, je vous rassure. Merci, docteur. Vraiment, faites-en un tour, vous verrez que c'est plein. On parle de cette correspondance, du SGPR on parle de cette correspondance du SGPR sur les urgences du président de la République en ce qui concerne la spoliation des terres. On parle en deux temps. D'abord, on fait l'état des lieux de la question foncière au Cameroun avant de revenir sur ce qui est attendu, voilà, des instructions du président de la République. Alors, Monsieur Emmanuel Lecougnier, quand on parle du foncier au Cameroun, quel est selon vous l'état des lieux? Quelle est la situation en ce moment? Non, disons qu'il y a une loi de 74, une ordonnance de 74 qui réglemente, n'est-ce pas, le régime domanial et les fonciers du Cameroun. Et cette loi est largement dépassée. Largement dépassée parce que ça fait depuis très longtemps que cette loi a été prise. Et aujourd'hui, on nous a promis une réforme, c'est-à-dire une nouvelle loi, une réforme fiscale, une réforme foncière et domaniale depuis très longtemps. Aujourd'hui, parce que là, on dit que toutes les terres appartiennent à l'État. Tous les terres appartiennent à l'État. Et si toutes les terres appartiennent à l'État, ça devient très compliqué. Ça veut dire que l'État gère ces terres à travers les fonctionnaires. Et du coup, les fonctionnaires pensent qu'ils peuvent s'accaparer même des terres des personnes physiques. Dès lors que, n'est-ce pas, ces personnes physiques n'ont pas immatriculé, n'ont pas de titre foncier, etc., quand c'est dans les villages qu'on sort, les gens pensent que ces terres appartiennent à l'État. Et on a des DUP qui vont dans tous les sens, on a des terres qui sont, n'est-ce pas, attribuées à des organismes étrangers sans qu'on puisse, n'est-ce pas, intéresser les populations concernées. Donc, c'est un grand problème. Je crois que la réglementation de 1974 ne peut pas gérer, n'est-ce pas, le foncier au Cameroun aujourd'hui. Et je crois qu'il faut absolument qu'on revoie, n'est-ce pas, le régime foncier camerounais. Parce que tel que cela est, vous avez vu, il y a beaucoup de failles dans ce texte que je n'ai pas devant moi, mais ces failles-là sont exploitées. Vous savez qu'en matière de droit, les fonctionnaires sont si intéressants et si intelligents que chaque fois qu'il y a un vide juridique, ils s'engouffrent et puis ils font des tas de choses. Aujourd'hui, les populations crient partout parce qu'ils estiment que leurs terres sont arrachées. Et quand ils voient que ces terres sont arrachées et que des personnes qui n'ont pas droit à ces terres, qui sont tout simplement des fonctionnaires, en tirent un grand profit parce qu'ils cèdent ça, n'est-ce pas, à leur propre intérêt, ça devient un problème. Donc c'est partout dans le pays, ce n'est pas dans une seule région. Et même quand c'est même des ouvrages publics, des équipements publics qui sont utilisés, enfin qui font l'objet, n'est-ce pas, de ces expropriations, les gens ne sont pas
indemnisés. Vous avez vu par exemple l'axe l'autoroute Douala-Yaoundé, si ça a fait près de 10 ans sans qu'on ait, n'est-ce pas, l'autoroute, l'autre problème c'est que l'entrepreneur qui était chargé de construire cette route, chaque fois qu'il faisait 10 km, il trouvait des gens qui sortaient, qui barricadaient le site et qui disaient qu'ils n'ont pas été indemnisés, etc. Et puis, on lançait la procédure et puis ça prenait du temps pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'entendre avec ces gens-là. D'approche en approche, on a fait 10 ans parce que le travail n'était pas fait au préalable et parce que, justement, ceux qui étaient chargés de dédommager ces gens-là, on pensait qu'ils ne pouvaient ne pas le faire. Donc c'est très compliqué. Je crois qu'il faut qu'il y ait une réforme foncière au Cameroun et ce n'est pas les enquêtes du président de la République qui vont changer quoi que ce soit. Quand on crée une commission d'enquête, généralement, on l'a dit, peut-être que le rapport de cette commission arrivera ou n'arrivera pas. Nous avons vu d'autres enquêtes comme ça qui n'ont rien produit. Donc, je ne crois pas que la solution viendra, n'est-ce pas, de cette voie. Je crois qu'il faut qu'on conçoive un texte qu'on réglemente à nouveau, n'est-ce pas, les problèmes fonciers de domaniaux et que l'Assemblée nationale vote une loi, n'est-ce pas, qui sied avec le contexte actuel parce que la loi de 1974 n'est plus opérationnelle. Très bien. Docteur Marcel Simon, comment est-ce que vous analysez justement les récriminations des populations, le nombre croissant des conflits fonciers au Cameroun et même leur intensité? Oui, c'est important. Je crois que pour une fois, je serais d'accord avec M. Kougné. Je crois qu'il est important de revoir la politique foncière au Cameroun. La société, avec son caractère dynamique, a entraîné, n'est-ce pas, un ensemble de mouvements qu'il faudrait bien prendre en compte. Donc l'État ou alors le gouvernement gagnerait à revoir cette politique-là parce qu'au-delà même des actions que nous décrions aujourd'hui, des plaintes, c'est de partout. Et je crois qu'il y a une note également ces dernières semaines qui a été adressée au Premier ministre, c'est-à-dire une association médiateur universel, c'est pas si vous l'aviez lu, qui a été adressée au Premier ministre justement une inquiétude vis-à-vis des agissements du ministre des Domaines, de Cadastre et des Affaires foncières. Donc, il y a lieu de revoir, effectivement, parce que on a l'impression que la notion de propriété n'existe plus au Cameroun. C'est une impression, entre guillemets, que l'on peut observer aujourd'hui. Vous avez un titre foncier, demain, il vous est enlevé, vous avez votre parcelle, et puis demain, vous vous rendez compte qu'il y a 3 propriétaires. Donc, c'est un ensemble d'actions qui, en réalité, suscitent des interrogations et même devraient créer d'énormes inquiétudes au niveau des populations camerounaises qui se sentent de mal en mal avec la problématique de terrain au Cameroun. Donc, vivement que le chef de l'État se remette, ou alors du moins essaye d'agir en faveur de ces actions-là. Mais ce qui m'intéresse un tout petit peu, je vais un peu revenir sur la situation de Bankolo. Je ne sais pas si c'était Bankolo à Yaoundé, où il y a eu 2 ou 3 cadres ministère des Domaines qui ont été relevés de leurs fonctions parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des malversations. Donc des actes pareils se produisent encore et encore, ça je le dis honnêtement, pour que les Camerounais essayent de ravoir avec elle, je vais dire ça comme ça, cette notion de propriété de terre là, parce qu'en réalité, la terre certes appartient à l'État, mais je pense, là c'est personnel, je pense que même quand l'État devrait ou alors a le souci de pouvoir exploiter votre terre, c'est déjà primo pour un intérêt général, c'est-à-dire pour tous, généralement c'est par des routes, et nous savons tous comment ça se passe lorsque votre terrain a été exploité pour un but général, il y a un dédommagement qui est fait, il y a des actions qui sont menées en amont au point où lorsque vous cédez même votre parcelle à l'État, vous êtes bien content de le faire parce que vous savez pourquoi, pour le bien, en fait, ce pourquoi ça va servir. Mais malheureusement, vous êtes dépossédé de votre terre et puis 2-3 années plus tard, vous voyez des grosses bâtisses, des hôtels, des immeubles. Du coup, ça pose beaucoup d'interrogations et ça suscite, il faut le dire, de la nervosité, de la colère, de la violence. Donc, que la politique foncière soit revue pour que les Camerounais repossèdent ce qu'ils peuvent encore posséder. Et d'ailleurs, ce qui est plus cher à leurs yeux, la terre. Alors, Monsieur Ngahan, Dr Marcel Simon le disait, vous avez un titre foncier aujourd'hui, demain il vous est enlevé ou alors il est annulé. On se souvient d'une sortie du ministre à cet effet. Quelle analyse vous faites de la difficulté de l'État camerounais à mettre sur pied une politique cohérente de nature à sécuriser finalement les titres fonciers, les droits fonciers des populations?
Emmanuel l'a dit, il y a une loi de 1974 qui est dépassée. Une ordonnance de 1974, je dis merci, qui est dépassée. Non. Ici, j'ai le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, qui écrit à monsieur le secrétaire d'État pour ouvrir une enquête. Et il répercute encore les très hautes instructions du chef de l'État. Et les hautes instructions au Cameroun, aujourd'hui, dans ce gouvernement-là, nous savons où on en est. Est-ce que celles-ci vont être comprises? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas le problème. Il y a autre chose ici. Il parle d'établir les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la spoliation du domaine privé de l'État. Et les atteintes particulières. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il y a spoliation. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui est aussi vieux que Mathusalem. Et puis, je le dis encore, depuis 2016, et regardez un peu en arrière avec les programmes des candidats de 2018, le problème foncier a occupé une place centrale dans le programme du candidat du SDF, Joshua aussi. Et là, nous attirons déjà la sonnette d'alarme pour dire, voilà, d'où partiront les troubles à très très court terme. Vous avez vu des cas partout. Et au Cameroun, il y a des fonctionnaires qui se font appeler chefs de terre. On les connaît. Les chefs de terre, nous les connaissons, n'est-ce pas? Les chefs de terre, c'est les administrateurs, c'est les sous-préfets, c'est les préfets, c'est les gouverneurs. C'est eux les chefs de terre. Et nous, donc, nous n'allons pas nous mettre à savoir comment ça se passe. Ça se passe naturellement avec le ministre en charge de la promotion du patrimoine de l'État, qui est le ministère des Domaines, du cadastre des affaires foncières. Alors, allez-y voir combien de ces messieurs, combien d'hectares chacun d'eux en ont. Quand un sous-préfet passe quelque part... On ne peut pas le confirmer. Non, ça je le dis, et vous pouvez le vérifier. Quand il passe quelque part dans un arrondissement, surtout dans nos zones rurales, il y en a qui arrivent et qui, au moment de repartir, ils ont 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares. Au point que même les natifs, les originaires, les enfants, lui, il a dit qu'il est de Mbang. J'ai bien peur, je lui souhaite de ne pas être victime de cela. Sinon, vous vous retrouvez dans une situation où vous-même, vous manquez un lopin de terre pour vous construire une petite baraque pour qu'au soir de votre vie, peut-être vous allez en retraite là-bas. Je le lui souhaite vivement. Vous avez entendu parler des problèmes des bananes dans le BAM, etc., etc. Non, ce n'est pas nouveau. Le problème n'est pas les enquêtes. Et pour une commission d'enquête, dans ce texte, je regarde et je veux savoir combien de temps est imparti à monsieur le secrétaire d'État pour mener cette enquête. Non, c'est vide. Moi, je n'ai pas vu de date. On a dit qu'il faut ouvrir une enquête pour soumettre, me faire parvenir après objet rempli le rapport issu de cette enquête pour la très haute appréciation de monsieur le président de la République. Et on a frappé un cachet pour dire très urgent. Mais il n'y a aucune date. Et les enquêtes qui ont déjà été menées dans certains domaines et dont les rapports ont été transmis à l'appréciation du monsieur le président de la République, où en sommes-nous? Tout à l'heure, dans mon propos liminaire, je parlais de cas de Covid, je parlais des chantiers de la canne, où en sommes-nous? Donc le problème foncier ici, c'est que nous sommes dans un État qui ne protège pas le citoyen. Nous sommes dans un État plutôt qui méprise même le citoyen avec le comportement de ses responsables. Ça veut dire, vous parlez de titres fonciers. Quand on parle de titres fonciers, le document que vous avez entre les mains, parce que moi j'en ai un là, où on a écrit copie. Vous avez une copie? Et donc à tout moment, on vous dit que vous pouvez partir. Toutes les terres appartiennent à l'État. À tout moment, on peut vous casser et on voit des casses partout. Donc le Camerounais, aujourd'hui, a un problème avec le foncier. Il faudrait une véritable réforme et en profondeur pour que les jeunes, les nombreux jeunes, il y en a qui sont obligés de quitter un peu plus tôt les bancs pour vouloir exercer une activité peut-être dans le monde rural au niveau de l'agriculture, parce que c'est le dernier rempart pour tout le monde. Mais il se trouve qu'ils ne peuvent même plus avoir de la terre pour cultiver. Il y en a qui sortent par milliers comme ingénieurs et techniciens agricoles ci et là dans les écoles au Cameroun. Mais alors, tout ce qu'ils ont acquis comme background, encore qu'aujourd'hui, pour la plupart, quand ils sont formés, ils n'arrivent plus à être intégrés dans la fonction publique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas de terrain. Voilà le vrai problème. Le problème, ce n'est pas les enquêtes. On connaît qui spolie.
On les connaît, c'est les sous-préfets qui spolient. Vous ne pouvez pas l'affirmer Je le dis, ici, c'est les sous-préfets qui spolient avec la complicité de leurs collègues fonctionnaires du ministère du Domaine, du cadastre des affaires foncières. Vous savez qu'à un moment, un rapport d'une certaine institution nous a dit que le ministère du Domaine des cadastres des affaires foncières était le numéro 1 au niveau de la corruption. Et pourquoi? Parce que c'est là-bas que se jouent les titres fonciers. Et jusqu'aujourd'hui, les titres fonciers continuent à être un serpent de mer pour quiconque voudrait y arriver. Vous arrivez, j'ai vu une autre encore du MINAT qui demande qu'on suspende la délivrance des titres fonciers pour les terres communautaires qui étaient devenues plutôt des propriétés des chefs de village. C'est-à-dire le chef de village prend les terres du village, encore qu'au village. Dans mon village, le chef n'a pas de... Il a ses terres à lui, il n'a pas les terres de tout le village. Mais ils arrangent avec les administrateurs, notamment leurs tutelles, comme ils disent, qui sont les sous-préfets, pour devenir des propriétaires et donc d'en disposer comme ils veulent. Parce que c'est juste des tours de passe pour vendre ces parcelles de terre, ces propriétés foncières à des privés, à des particuliers. Mais quand vous allez voir ce qui se passe, mais c'est les hauts fonctionnaires qui sont là. Non, moi je dis ces enquêtes, nous attendons les conclusions de cette enquête. Oui. Nous entendons pour savoir si déjà le fait d'avoir engagé cette enquête va dissuader les uns et les autres dans ce qu'ils font. Mais ils ne seront pas dissuadés parce que ça, ils vont encore rire. Je ne veux pas mettre ça sur le coup de la campagne qui est déjà engagé. Le coup de la campagne qui est déjà engagé pour montrer que, bon, voilà, on veut connaître qui vous a spoulé de votre domaine. Ou alors, on dit ne cassez plus les gens à Yaoundé, laissez d'abord ça, on va voir. Bon, peut-être on va dire à Douala, bientôt ne cassez pas aussi, parce qu'il faut qu'on commence à voir un visage plus ou moins humain du régime en place. Parce que c'est faux. Ils n'ont pas de gants quand ils le font. Ils n'ont pas de gants. Là, ils mettent encore les populations dans une situation d'inconfort terrible avec ce problème foncier. Et nous risquons tous de nous retrouver demain sans village. Est-ce que les collectivités territoriales décentralisées, que sont des mairies, peuvent accéder facilement aux terres communales? C'est encore un problème. Très bien. Armand Ocol, comment est-ce qu'on en arrive à cette situation où le titre foncier n'est plus réellement une sécurité? Je veux dire, quelles sont aujourd'hui les limites du modèle de sécurisation des droits fonciers au Cameroun? Très bonne question, excellente même à la limite. Je m'appuie sur votre question pour dire, il viendra un jour dans ce pays, les Camerounais vont demander pardon à la dynamique que conduit le président Cabral Libye. Je voudrais vous rappeler, Léla, nous avons été ici sur votre plateau à la suite de notre meeting au stade de Sikam. Le premier plateau que nous avons fait était celui de STV. Je me souviens encore de la proposition phare du candidat Cabral Libye à l'élection présidentielle de 2018. Il faut rendre gratuit l'attribution du titre foncier. Parce que tout part de là, de la batterie de pièces exigibles, de procédures pour avoir le droit à l'usage de ses propres terres. C'est de là que le problème part. Je dis donc, viendra un jour où on va demander pardon pour le matraquage qu'il subit. Que se passe-t-il, Madame Leila? Il se passe simplement que des individus, des particuliers se sont décidés à procéder à saucissonner le Cameroun et à en faire d'un bien public des biens privés. Je voudrais vous rappeler, il ne vous a pas échappé, que l'ancienne ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières est décédée, Mme Kouma Bisseki. Elle est décédée de suite d'arrêt cardiaque parce qu'elle a été poussée dans ses retranchements. Vous n'êtes pas son médecin. Mais je suis très sérieux dans ce que je veux dire, vous n'avez pas son bulletin de santé. Parce que la question que vous abordez est d'une importance on ne peut plus capitale. Souvenez-vous de la réforme agraire au Zimbabwe et ailleurs. Je vous assure que la crise sans précédent que le Cameroun pourrait vivre viendrait des terres si on y prête garde. Et je m'attendais à ce que M. Henri Yébé ici, qui Eiton, vous savez, dans les clichés chez nous, on désigne les Eiton par des gens charismatiques, des gens qui ne lésinent pas sur les moyens et qui ne se font pas piétiner. Mais j'ai le sentiment quand même, à voir le ministre, qu'il est quelque peu dépassé par les événements. Et c'est pour cela que pour une fois,
vous savez parfaitement ce que je pense des très hautes instructions et de celui qui les diligente chaque fois. Mais pour une fois, je vous assure, je salue la décision du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui met sur pied une commission mixte police-gendarmerie, au moins pour clarifier la situation qu'il y a dans la spoliation des terres, parce que c'est extrêmement grave. Faut-il que je vous rappelle que le stade Omnisport Amadou Ahidjo était parti pour être un complexe? Ce qui s'est passé, c'est qu'avant même que les travaux du complexe sportif du stade Amadou Ahidjo ne commencent, des particuliers s'étaient déjà approprié les terres de Mfandena. C'est la raison pour laquelle le stade est reclus. Je me disais qu'on allait rectifier l'outil avec le complexe sportif de Olembe, mais est-ce que vous savez que pratiquement la moitié de l'espace dédié au complexe sportif d'Olembe a été pris en otage par des particuliers? J'aurais pu m'attarder sur ce cas, mais puisque nous sommes à Douala, il y a un cas sur lequel je voudrais m'attarder. Celui du port autonome de Douala. Rappelez-vous encore que le ministre des Finances, le ministre Louis-Paul Motazé, a saisi le cabinet Atout pour lui faire part de l'arrêt de la sauvegarde et de la gestion des actifs résiduels des ex-Régifercam, Office national des ports du Cameroun et ONCP. Après avoir informé le liquidateur de ce que il n'avait plus qualité pour continuer à le faire, il a saisi le ministre d'État, secrétaire général, pour lui faire part de cette situation. À partir de ce moment, on s'attendait simplement à ce que le transfert des actifs et du passif au port autonome de Douala s'arrête à ce niveau, qu'on n'ait plus besoin d'un liquidateur. Parce que rien ne peut expliquer qu'on décide de transférer des actifs et le passif, mais qu'il y ait encore un liquidateur qui va procéder à organiser le transfert comme cela va se faire. Et le plus grave, ce qui est arrivé au port autonome de Douala, c'est que le liquidateur a commencé à vendre les terres qui appartiennent au port autonome de Douala à des particuliers. Du coup, au bout d'un certain temps, le port autonome de Douala n'a été plus en capacité de jouir de ses richesses. Et je ne peux pas le confirmer. J'ai vu dans un pays des gens se lever pour approuver l'initiative du liquidateur Atout. Et je me suis posé la question je ne peux pas le confirmer parce que c'est un dossier sur lequel je n'ai pas... Dans quel pays... C'est un dossier sur lequel je n'ai pas fait, de recherche, donc je ne peux pas le confirmer. Je peux pas le confirmer. On est dans un pays où, finalement, le président de la République peut donner des instructions, la justice peut prendre un certain nombre de décisions et des gens décident pour leurs intérêts égoïste d'aller à l'encontre de ces instructions. À partir de ce moment, je me demande, mais qu'est-ce que les Camerounais attendent encore pour comprendre que ceux qui sont là sont dépassés par les événements et revenons à la situation du titre foncier. Je veux dire pour l'affaire cabinet auto, port autonome de Douala, je ne peux pas le confirmer parce que si vous voulez qu'on en parle, on pourra faire une émission particulière là-dessus où également je ferai des recherches, je contacterai les personnes qu'il faut, les personnes ressources pour en parler, pour avoir tous les éléments pour pouvoir en parler. Revenons justement à la situation du titre foncier. Vous disiez que Cabral Libye a bataille en tout cas pour que le titre foncier soit gratuit, pour que sa délivrance soit gratuite. Mais j'aimerais interroger la valeur du titre foncier. J'insiste sur la question. On a récemment vu le MINCAS annuler des titres fonciers, une fois que c'est gratuit. Mais non, quand je parle de la gratuité du titre foncier, c'est pas qu'on se lève un matin et on décide que le process soit moins fermé. Que le process soit fermé, parce que quel est le problème en vérité? Pourquoi les gens font préemption sur les terres d'un certain nombre de particuliers? C'est que les détenteurs des terres, en vérité, n'ont pas les moyens de s'approprier véritablement leur propre terre. Parce que je vous ai dit, le nombre de pièces exigibles pour rentrer en possession des terres est un processus extrêmement compliqué et complexe. Raison pour laquelle les fonctionnaires qui sont en charge de cette question estiment donc que c'est une vache à lait qui leur permet de pouvoir utiliser
la force du décret pour rentrer en possession de ces différentes... La question que je pose, c'est une fois que vous avez même le titre foncier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaut? Parce qu'on a vu le ministre annuler des titres fonciers. Non, le ministre... Je veux dire, est-ce que le combat de Cabral ne devrait pas être pour rendre le titre foncier plus fort? Parce qu'au finish, vous avez un titre foncier, on peut quand même vous l'annuler. Alors, c'est deux choses. Soit vous ne me comprenez pas, ou bien c'est moi qui explique mal. Jamais le département ministériel dont a la charge le ministre Henri Yébé ici n'a autant été face à des situations qui l'ont amené à se rétracter. Je voudrais vous rappeler un autre cas. Il a récemment concédé 400 000 hectares dans la Haute-Sanaga et il a été obligé de se rebiffer et de se dédier complètement. Et pourquoi Allez savoir, évidemment. Le problème, justement, oui, parce que quand je veux donner des exemples de Léla ne veut pas. On ne veut pas que le CNC tombe sur Léla. Le titre foncier aujourd'hui a très peu de valeur pour la seule raison que du jour au lendemain, justement, du fait du pouvoir du décret, on peut l'attribuer et le reprendre à quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle je croyais effectivement que le cas du port autonome de Douala était un cas précis. Parce que c'est un tout petit peu pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, on a au Cameroun le NIES, l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, qui gère naturellement les stades. Imaginez-vous que du jour au lendemain, comme ça a été le cas avec la réforme portuaire intervenue en 1998, puis la création du port autonome de Douala en 1999, imaginez-vous que pour les rendre plus compétitifs, on décide aujourd'hui de transformer les stades en des directions générales. Et que désormais, chacun de ces stades a une autonomie de fonctionnement. C'est pour ça que, pour moi, le cas du port autonome de Douala a été très important. Et que on décide de transformer, par exemple, le stade Amadou Ahidjo en une direction générale. Et que le nouveau directeur, à qui on lègue les passifs de l'actuel stade Omnisport Amadou Ahidjo, qui, sur la base des documents, se rend compte que les gens qui ont occupé les terres de Mfandena, en fait, occupent ces terres de manière illégale parce que c'est des terres qui appartiennent au stade. Et que, dans le même temps, on décide quand même, après avoir légué le passif et l'actif, et dans le cas de l'ONCP, l'ONCP était endetté, mais n'était pas en cessation. C'était un dossier, de paiement. Je le redis encore. Laissez-moi conclure sur l'exemple, pour que les gens comprennent. Et qu'à partir de ce moment, au lieu de laisser libre cours au nouveau responsable du stade Amadou Ahidjo, qu'on mette un liquidateur qui va accompagner le processus du transfert de la propriété. Vous l'avez dit, vous l'avez dit déjà, et je l'ai dit, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour reparler du cas ONCP et du port autonome de Douala. Voilà, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour en parler à cet instant précis. La valeur du titre foncier, c'est ça qu'il est question, vous avez dit. Oui, la valeur du titre foncier aujourd'hui. D'abord, le titre foncier, c'est pour permettre, pour vous conforter dans votre situation de propriété privée. Pourquoi? Parce que cette fameuse loi qui veut que les terres appartiennent à l'État, alors que les communautés précèdent l'État. Oui. Voilà. Et donc, cette loi qui vient aujourd'hui créer tout le désordre que nous avons, fait que aujourd'hui, tout le monde va vers la propriété privée. Alors, courez donc vers les titres fonciers. Vous n'accédez pas du tout. Mais même quand vous arrivez, quand vous parvenez, après tant de problèmes, de difficultés à obtenir de précieux, entre guillemets, sésame, vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité, pourquoi? Parce qu'ils se servent de la même ordonnance pour créer des situations d'occupation, de DEP, etc. Pourquoi? Parce que le Cameroun, par exemple, dans une ville comme Douala, la ville de Douala a un plan d'urbanisme connu depuis des années. Et aujourd'hui, il n'est pas question. Il y a des zones qui sont dites zones interdites à l'habitation. Il y a des zones qui sont dites interdites même à tout. Mais il y a
des compatriotes qui s'arrangent, excusez-moi, des concitoyens, j'ai peur. On avait le terme compatriotes aujourd'hui, on dit que vous êtes compatriotes en mettant non, que tout le monde doit pas utiliser ces termes. Donc, aujourd'hui, on a des concitoyens qui s'arrangent à dire j'ai acheté mon terrain. Tu lui dis tu as acheté le terrain, oui, il t'amène quelque part, il te montre sous le grain un marécage. Il t'amène sur les berges du Vouri, il te montre carrément le Vouri qui, quand il déborde, quand il sort de son lit, et il est sérieux. Et après, qu'est-ce qui se passe? On commence à ramasser des gravats à gauche et à droite, et on rame, et à un moment, ça devient un terrain. Ça devient un terrain, et vous allez auprès du ministère des Domaines, qui lui a bien toute la situation des terres du Cameroun, qui sait qu'ici, on ne doit pas s'installer. C'est pas constructible. Mais ils réussissent quand même à vous donner un titre foncier. C'est le cas avec cet espace portuaire. Nous avons le cas du port de Douala qui lui-même engage son extension. Et ça date avec le colonel Etondé qui était encore le PCA de cette affaire. Ça continue de ce côté. Et on est en train de tirer. On est à Youpé, on est dans la mangrove, on est à gauche, on est à droite. Il y a eu plusieurs textes du président de la République qui ont par moi-même demandé l'arrêt pour voir clair dans ce dossier. Le ministre, je ne voudrais pas parler des morts, vraiment j'ai du respect parce que nous on a vécu des situations avec Mme Kounga Bessike, et puis je vous parler d'elle. Respectons la mémoire des morts. Où dans son ministère, des gens s'asseyaient et prenaient un bout de papier A4, écrivait, je voudrais qu'on me donne un domaine privé de l'État parce que je veux construire un établissement scolaire, je vais faire l'université, etc. Le lendemain, on leur sortait le titre foncier, mais 3 jours après, on vendait ce domaine de 3-4 hectares à des communautés étrangères pour s'installer carrément. Donc, des gens se sont fait de l'argent comme ça sur ce domaine privé de l'État. Donc, le titre foncier aujourd'hui ne vous garantit rien. Nous avons le cas en commandant d'un certain Bongongi. Permettez que je chute par là. Un certain Bongongi qui apparaît un matin, depuis 2 ans. Sauf qu'il faut éviter de citer des parties. Voilà, par exemple, il vient avec un document. Voilà, quelqu'un arrive avec un document, il dit j'ai un titre foncier ici. C'est un huissier qui vient, commence à servir des sommations à des gens partés. Moi, je suis né là depuis 56 ans. Je connais ce monsieur ni d'Adam, ni d'Ève, ni même ses parents. On n'a pas son histoire, nous nous connaissons tous. Là, nous sommes tous là. Et quelqu'un nous sert des sommations. Et quand on nous sert des sommations, on va en savoir plus. 3 jours après, on nous convoque à la préfecture du Vouri. Quand on va à la préfecture, ce monsieur, c'est qui est rien. Lui-même, il dit, j'ai du terrain. Viens nous démontrer ton terrain. Il ne sait pas où se trouve son terrain. On va au niveau des services du cadastre ici, de l'urbanisme ici. On nous dit que ce titre foncier qui brandit est faux. Parce que le conservateur ne le retrouve pas, ça remonte de la préfecture, on nous tourne pendant ce temps. Donc au cadastre, on n'a pas pu vérifier l'authenticité du titre. On casse Dicolo, mais il repart à Yaoundé, et 6 mois après, il vous ramène un autre titre foncier, et on vous dit ici que ce titre foncier est authentique, sauf que le titre foncier vous donne une localisation d'un autre quartier, mais on veut le transposer en commandant et donc vouloir détruire des gens. Alors il y a des problèmes comme ça dans ce domaine et je dis, loin de tout ce que nous pouvons dire, nous saluons une initiative comme celle de cette commission d'enquête, mais le temps de cette commission d'enquête, il faudrait qu'on puisse permettre qu'un certain nombre d'arrêts soient mis en place pour que on mène effectivement cette enquête pour l'intérêt de tout le monde. Justement, qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête mixte sur la spoliation du domaine privé de l'État et les atteintes à la propriété foncière des particuliers commandées par le chef de l'État? Pas grand-chose, parce que pour qu'une commission d'enquête comme celle-là soit valable, parce que nous savons toutes les implications qu'il y a dans ces problèmes fonciers. C'est 7 administrations. C'est très compliqué. Peut-être qu'une enquête parlementaire pouvait être mieux adapté à ce type de choses, parce que les députés eux-mêmes, s'ils descendent sur le terrain pour faire une enquête, ils se donneront un délai pour donner des résultats, ils feront peut-être moins de combines. Moi je dis que c'est très embêtant, c'est très embêtant, parce que quand vous voyez tous les équipements publics là, comme a dit Ama Okol tout à l'heure, les emprises, quand vous prenez l'aéroport même, vous prenez la délimitation de l'aéroport, l'emprise de l'aéroport est occupée, est vendue. Et on délivre même des titres fonciers dessus. Vous prenez les stades, les emprises sont vendues. C'est-à-dire que pour eux, le stade, c'est seulement l'aire de jeu.
Mais alors que le stade, puisque tous les bâtiments publics, même de Bonanjo, sont devenus des propriétés privées alors que des anciens fonctionnaires. Le plan d'urbanisme et d'aménagement de la ville existe. On connaît les limites de la ville. Et puis, ce qui est vrai, c'est que, honnêtement, l'urbanisation devait précéder l'occupation du sol. Mais chez nous, les gens occupent d'abord. Ils occupent n'importe quoi. Si on urbanisait d'abord et que les gens occupaient le sol après, on pourrait comprendre. C'est pour ça que les gens se trouvent dans les mangroves en train de rambler partout et de faire sortir de l'eau des terrains avec des titres fonciers dessus. Et ce qui est dramatique aussi, c'est que le titre foncier lui-même est devenu un document extraordinaire et mystérieux. Mystérieux parce que le ministre lui-même, il annule 50 titres fonciers aujourd'hui. On vous affiche la liste à la préfecture, au domaine, un peu partout. Et 3 mois après, il réhabilite lui-même les mêmes titres fonciers. Il dit qu'il a réhabilité les mêmes titres fonciers. Vous allez au... Hein? À des propriétaires différents. Parfois, c'est même les mêmes. C'est-à-dire qu'on a annulé, les mêmes gens sont allés, je ne sais pas où, voir, je ne sais pas qui. Et puis, un matin, on vous dit que tous ces titres fonciers sont réhabilités. Et on n'y comprend pas grand-chose. Et quand les gens s'en vont même au tribunal administratif pour se plaindre parce qu'il y a des contentieux sur les titres fonciers, on rend des jugements, mais quand les jugements sont rendus, vous ne pouvez pas les exécuter tant que le ministre, si on dit qu'un titre foncier est annulé, tant que l'annulation du ministre ne sort pas, le titre foncier continue à être valable. C'est-à-dire que c'est un système extraordinaire. Donc le titre foncier est quelque chose c'est comme s'il y avait de la sorcellerie dans le titre foncier. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour sécuriser le titre foncier? Oui, je crois que on est tous d'accord ici que la politique foncière doit être révisée, ou du moins revisitée honnêtement. Qu'est-ce que c'est honnête? Pardon? Qu'est-ce que c'est honnête? Qu'est-ce que oui, c'est honnête de reconnaître je l'ai dit depuis à l'entame. Parce que c'est un compliment que je vous fais. Ça crie partout et on est tous d'accord. Pour une fois aussi. Non, j'ai dit être d'accord avec vous pour une fois. Oui, moi également pour une fois. J'espère l'être les prochaines fois aussi. Tu veux dire la première fois. D'autant plus qu'après on parlera de la fonction publique. Allez-y. C'est vraiment important avec cette politique foncière. Quelles sont les différentes propositions pour sécuriser le titre foncier au Cameroun? Je vais souligner quelque chose de très important. Parce que j'ai senti Monsieur Kounié douter des résultats de ce qui va être produit là. Non, il faut croire. Il faut vraiment croire. Parce que vous vous souvenez, avec parce que l'Irak a également eu des problèmes de spoliation ou des terres de vrai. Oui, on a vu la réaction du chef de l'État par rapport à cela. Donc il faut croire, c'est parce que ça a déjà trop créé, ça a créé beaucoup, ça a même détruit le climat social au Cameroun. Ça, il faut très bien le dire. Et il était temps que l'on tape le poing sur la table et qu'on remette les choses en ordre, que chacun retrouve, n'est-ce pas, vraiment sa propriété. Mais ce que je vais ajouter à côté de ça, c'est que la gratuité de ce titre foncier n'est pas la solution. Ça, il faut le dire. Parce qu'à côté de la gratuité, heureusement que Moïse a souligné quelque chose de pertinent en disant les communautés précèdent l'État. Parce qu'on a ce qu'on appelle les terrains communautaires, qui sont généralement des terrains vagues comme ça, mais on vous dit ça appartient à telle communauté et vous ne pouvez pas le leur arracher cette propriété sous prétexte qu'ils n'ont pas de titre foncier. Donc je crois que honnêtement c'est la révision de la politique foncière qui va rassurer non seulement les populations camerounaises mais également les investisseurs, parce qu'il y a aussi ce problème là, ça crée un problème d'investissement au Cameroun. On se dit j'ai de l'argent, je vais venir peut-être acheter de manière légale un terrain, mais j'ai même peur que demain ou alors le soir qu'on me dise que ce n'est plus le mien, ou alors l'acheteur n'était pas, le certificat de vente n'est pas reconnu par-ci par-là. Donc tout réside, n'est-ce pas, dans la révision, honnêtement, de la politique foncière au Cameroun. En 1 minute, on sort de ce sujet. Sécurisation du titre foncier. Oui, pour sécuriser le titre foncier. Les propositions du PCRN, oui. Je m'appuie encore sur cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Attendez, que voulez-vous en vérité que ce proche collaborateur du chef de l'État fasse lorsqu'il se rend compte que le Cameroun est en train d'être totalement vendu? Vous savez, moi j'appartiens à une formation politique qui aspire à diriger et à gouverner ce pays. Et le souhait n'est pas de venir diriger et gouverner un pays qui est déjà totalement vendu. Je ne sais pas si vous connaissez le montant de la dette aujourd'hui. Alors on s'endette chaque jour qui passe et on se demande à la fin ce qu'on fait du produit de cet endettement. C'est pour ça que je dis, pour une fois, moi je salue une initiative qui consiste à dire, là,
on couvre la dérive et il faut voir clair dans cette affaire et il faut régler la question. J'ai été, il n'y a pas longtemps, au port autonome de Douala et je me suis rendu compte à quel point il y a un travail qui est fait là-bas. Dans l'aménagement du site, on peut circuler désormais à l'intérieur du port autonome de Douala et la fluidité a pour objectif de limiter les temps. Et quand on limite les temps d'embarquement et de débarquement des marchandises, cela impacte sur le coût. Alors j'ai donc été surpris que pendant qu'un travail comme celui-là est en train d'être fait, que des gens freinent des 4 fers la possibilité pour Autonome de jouir des terres qui sont les siennes pour les question que je posais, c'est évoqué tout à l'heure. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser aujourd'hui? Ce cas justifie les autres cas en vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour et je vous dis pourquoi. Sécuriser. Parce que les terres qui appartiennent à des terres qui appartiennent à l'État cessent d'appartenir à l'État et des gens se les approprient pour les transférer. C'est justement le Ce qu'il faut faire, oui, simplement, et je vous le dis, pour sécuriser les titres fonciers, mais il faut aller à la genèse. À la genèse, les terres appartiennent bien à quelqu'un. Les terres ne sont pas ex nihilo. Les terres ont chacun leur propriétaire. Très bien. Et chaque fois qu'on ira vers les propriétaires des terres et qu'on leur facilitera la possibilité de rentrer en possession de ces terres, on aura réglé la question. Parce que le vide est ce qui crée justement la question. Dès qu'il y a vide, les gens décident de faire la propriété privée, leur propriété, la propriété publique, leur propriété privée, et ça va à volo. Pourquoi est-ce que le titre foncier doit être gratuit? Je crois que c'est la question que vous avez posée, je reprends en 1 minute. Parce que, imaginez-vous... Je l'ai posée imaginez-vous une personne qui a une parcelle de terrain, mais qui ne peut pas en jouir parce qu'il n'a pas le titre foncier. Oui. Ce qui se passe, tout simplement, c'est que les gens vont faire préemption sur ce terrain. Or, si vous avez des terres, et même si vous n'avez pas de l'argent pour investir sur ces terres, vous avez une panoplie d'options. Vous pouvez soit les vendre, vous pouvez soit les mettre en location, et le fruit de la vente ou de la location va vous permettre naturellement de donner de la valeur à ces différentes terres. Je dis, si on y prête garde, la situation de la préemption des terres va créer un schisme dans ce pays parce que ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des magistrats, curieusement, qui se rendent complices de... C'est ce que veut régler la commission. C'est ce que veut régler la commission. C'est ce que veut régler la commission. La chaîne sera brisée, rassurez-vous. La chaîne sera brisée. Si je suis d'accord pour la gratuité, mais au départ, le problème de base, c'est qu'il faut être propriétaire. La gratuité, c'est pour s'approprier. C'est justement pour aboutir. La propriété privée, c'est une autre étape qui se veut mise sur pied par l'État. Nous avons d'abord, comme tu l'as dit au départ, les terrains communautaires, les terrains appartiennent à des gens. C'est-à-dire que pour accéder même au titre foncier, c'est pour ça qu'on parle de faux titre foncier. C'est-à-dire vous êtes assis, vous êtes en ville, vous travaillez ici, et après on vous dit que quelqu'un a un titre foncier au village, disons ça comme ça, chez vous. Et qui est celui-là qui a le titre foncier? Comment l'a-t-il obtenu? Non. Pourtant, nous savons qu'il y a une commission qui doit travailler là-dessus, qui regroupe en son sein au moins 7 administrations. Qu'il faut payer chaque fois qu'il doit avant qu'il faille les payer pour faire des descentes, parce que ça, ils vont dire les descentes, on veut le carburant. Pourtant, on ne devrait pas le faire. Mais il y a au moins 7 administrations. Alors, si cette administration se rendent toutes coupables de corruption, il y a un problème. Un gros problème. Je dis 7. Administration autour d'une commission. En est la preuve. Voilà. Et il y a, à côté de cette commission, la loi prévoit, ou cette ordonnance, c'est pas prévoit quand même qu'on doit tenir compte de ce qu'il y a, entre guillemets, même les voisins. Il y a le chef du village. Il y a le chef du village. Ou bien les notabilités qui doivent établir que oui, M. Kougny, on le connaît ici, ses ancêtres étaient ici, il est de ce village. Malheureusement, des gens réussissent. La pirouette de vous dire que de fois aujourd'hui j'entends parler de quoi? Des bornes quoi, ou de zik, ou alors on fait avec les drones. Donc quelqu'un est assis à Yaoundé, carrément, il choisit que bon voilà, tel espace là-bas à Baganté, moi je vais obtenir un titre foncier, ils n'ont pas. Mais quand vous allez donc au domaine,
C'est là où on va vous sortir, on doit pouvoir vous sortir le dossier physique. Et vous trouvez chez le conservateur qu'il n'y a même pas de dossier, mais le titre foncier existe. Et le conservateur vous donne bien un document qui dit que ce titre foncier-là, il n'est pas dans mes documents. Merci, on sort avec vous. Il faut briser la chaîne. Le titre foncier lui-même, quand il est bon, c'est-à-dire quand il remplit toutes les conditions, il faudrait également que un certain nombre de comportements cessent autour du titre foncier. Parce qu'aujourd'hui, avant, quand vous allez à la banque pour demander un crédit, vous présentez votre titre foncier, on peut le prénoter le titre foncier et on vous donne. Mais aujourd'hui, même le banquier a peur du titre foncier. Il a peur du titre foncier parce que quand il reçoit le titre foncier avec une prénotation dedans, le jour où il vous demande de rembourser votre prêt, vous ne remboursez pas, il va au tribunal, le monsieur qui a le titre foncier dit « je préfère donner l'argent au magistrat ». Les banquiers ont des valises de titres fonciers, ils n'arrivent pas à réaliser les hypothèques. Donc il faut que la justice elle-même puisse, n'est-ce pas, valoriser le titre foncier en réglant ce type de litige. Parce que c'est très compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tellement de contentieux autour du titre foncier qu'on ne sait pas de quel côté attaquer pour pouvoir... C'est systémique, Emmanuel. C'est pour ça qu'il faut que les Camerounais se lèvent pour booster. Mais voilà, la récréation est terminée. Vous pensez que la récréation est en train d'être terminée? Le gouvernement va en guerre contre l'absentéisme et l'indiscipline. Au milieu des travaux du Conseil de cabinet du 22 juillet dernier, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour lutter contre le phénomène qui semble se propager et met en mal le bon fonctionnement de l'administration publique. Absentéisme et indiscipline au menu des travaux du Conseil de cabinet de juillet. Alors, Emmanuel Kouni, on repart avec vous. Est-ce que vous diriez qu'il était temps que ces questions soient enfin adressées? Oui, il est temps que justement ces questions soient adressées, mais il faut noter aussi que d'abord les fonctionnaires ne sont pas en nombre suffisant. Je crois que nous sommes ils sont en sous-effectif. Normalement, un pays comme le nôtre ne devrait pas avoir 300 000 fonctionnaires. C'est très insuffisant. Le ratio ne peut pas être... quand on a 300 000 fonctionnaires, je crois c'est peut-être 1%, au moins de 1%. Donc on devrait avoir au moins 600 000 fonctionnaires pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler de manière rationnelle, faire en sorte que l'État puisse assumer. Parce que la fonction publique, c'est la partie palpable de l'État. C'est eux qui agissent pour l'État. L'État, c'est un ensemble, mais c'est les fonctionnaires qui matérialisent, n'est-ce pas, les actions de l'État sur le terrain. Or, ce qui est vrai, c'est que ces fonctionnaires sont en sous-effectif. Et puis, nous sommes dans un État où les fonctionnaires préfèrent travailler dans certaines zones et pas dans d'autres. Parce qu'il y a les problèmes de circulation, il y a les problèmes de route, il y a tout ce que vous voulez. Il y a même le problème de confort. Parce que quand vous recrutez quelqu'un à Yaoundé, vous l'envoyez à Mouloune où travailler, on considère que c'est une sanction. Vous l'avez vu dernièrement, quand on voulait sanctionner les gens au ministère des Sports, on les a envoyés je ne sais pas où, et puis du coup, les gens ont dit que c'est un crime. Donc il y a des zones au Cameroun où quand vous êtes fonctionnaire, si on vous envoie à ces endroits-là, ça devient un problème. Donc, l'absentéisme des fonctionnaires provient aussi du fait que beaucoup de fonctionnaires s'en vont. Ils sécurisent un matricule, ils s'en vont, et puis ils continuent à toucher leur salaire. Et on a déjà fait le recensement de fonctionnaires, plus de, je ne sais pas, plus de 10 fois, il y a eu les CJPS et tout ce que vous voulez. On n'a jamais réussi. Moi, j'ai dit que moi, personnellement, si on me demande de compter 300 000 personnes, on me demande 2 semaines, je vais réussir à les compter. Mais depuis qu'on essaye de compter, chaque fois qu'on met en branle cette affaire de CJPS, on trouve toujours qu'il y a 10 000 fictifs. Et quand on recommence, on trouve toujours des fictifs. Ça veut dire tout simplement que les gens qui contrôlent même, eux-mêmes ont des gens dedans qui sont fictifs. Et puis, c'est très compliqué. Donc, moi, je crois que, sans dire qu'on va sanctionner les absents, ça, c'est du déjà entendu. Moi, je crois que c'était dans les années 92 ou 91, quand il y a eu les plans d'ajustement structurel, il y a eu ces recensements de fonctionnaires, on a même déflaté certains fonctionnaires et tout ça. On est rentré dans une confusion généralisée. À la date d'aujourd'hui, personne ne peut vous dire avec exactitude quel est l'effectif des fonctionnaires. Quand je parle de 300 000 fonctionnaires, c'est 300 000 et poussières. C'est le chiffre qu'on nous donne. Et parce qu'on voit aussi la masse salariale qui est de l'ordre de 1000 milliards, autour de 1000 milliards par an. Et quand on calcule, on voit que ça correspond à ça. Mais en réalité, sur le terrain, on n'a même pas 300 000 fonctionnaires. Il y a beaucoup de postes vacants. Il y a des gens qui sont partis et qui continuent à percevoir leur salaire. Donc, la fonction publique camerounaise est une fonction publique qui n'est pas opérationnelle. Il y a moi-même, j'ai été affecté, je crois que c'était en 1996, à Foundon, dans un département du Nord-Ouest. Parce qu'il y avait des problèmes avec le gouverneur Congo, il a décidé de m'affecter pour me sanctionner. Alors, j'arrive à Foundon, je trouve sous le préfet,
qui est le préfet, qui était d'ailleurs gouverneur à Yaoundé plus tard, j'ai oublié son nom. Il me dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi le gouverneur t'envoie ici? C'était le ministre à l'époque, parce que c'était André Tchungui. Il avait écrit André Tchungui. Il a proposé, on m'a envoyé à Fundong. Alors, il me dit, non, écoute, je vais te faire un certificat de prise de service, et puis reste là. Après, tu vas rentrer à Bamenda, tu vas rentrer à Yaoundé te battre. Je suis rentré à Yaoundé. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de demander, d'aller voir ça, d'aller lui demander de m'envoyer de me détacher dans un autre organisme. Parce que c'était pratiquement impossible pour moi d'aller à Fundong, rester à Fundong, laisser ma famille à Douala avec le salaire que j'avais, etc. Donc, ces gens sont en situation très compliquée. La fonction publique au Cameroun n'est pas organisée. Et il y aura toujours des absents. Et je veux vous assurer que le contrôle qu'on fait, quel que soit le contrôle, ceux qui contrôlent, d'ailleurs, le vrai problème de l'administration, c'est que c'est les fonctionnaires qui se contrôlent eux-mêmes. Si c'était vraiment des cabinets privés qui faisaient ce travail, peut-être, comme on arrive à des solutions. Mais quand ils commencent à faire des contrôles, c'est eux-mêmes qui se contrôlent. Et parmi les fictifs, certains fictifs appartiennent même à ceux qui sont en train de contrôler. Du coup, vous êtes dans un labyrinthe, vous avez un cul de sape où vous ne pouvez pas bouger. Donc, l'affaire de la fonction publique au Cameroun, peut-être que quand ce régime va prendre ses valises et nous libérer, on pourra, n'est-ce pas, mettre sur pied des formules qui pourront nous permettre d'avoir une fonction publique bien structurée et puis bien avec des fonctionnaires. Absentéisme et indiscipline, seul mot qui mine la fonction publique au Cameroun. Dans un premier temps, cette résolution, c'est une résolution du Conseil du cabinet qui constate pas aujourd'hui l'absentéisme. Alors, quand vous avez déjà un gouvernement où on a une moyenne d'âge de plus de 70 ans, eux-mêmes travaillent à quelle heure? Ils arrivent au bureau à quelle heure? Le président de la République avait dit en son temps encore, il disait 8 heures de travail ou alors 8 heures au travail. Là, on n'a pas de problème. Là, il révèle des insuffisances et les failles de leur système. Ils s'exposent eux-mêmes. Et le SDF a la solution. La solution, c'est dans le fédéralisme. Avec tout ce que je viens d'écouter encore, avec ce qu'Emmanuel vient de dire, c'est le fédéralisme. Il faut avoir la gouvernance, la fonction publique locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un haut cadre du MINSEP, pour le cas de Mouloundou, par exemple, dernièrement, l'envoyer à Mouloundou où, déjà même, de par son rang, de par son grade, il ne va aller faire quoi là-bas avec l'expertise qu'il a? Vous l'envoyez là-bas juste parce qu'il faut l'envoyer. On va prendre Emmanuel, on l'envoie à Fundong et le préfet lui-même dit: tu viens faire quoi ici? Donc il y a un problème. Il faut déjà qu'ils acceptent eux-mêmes qu'à Yaoundé, on ne peut pas tout concentrer. Il faudrait qu'à Fundong, qu'on ait la possibilité à Fundong, pour les besoins de Fundong, de recruter localement à Fundong pour faire le travail, parce que ce n'est pas la compétence qui manque. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait échouer, je ne veux pas utiliser le terme de Armand tout à l'heure, tuer tout ce qu'il y avait comme planification dans ce pays. En ce sens que, avec le régime à Idjo, on avait la possibilité d'avoir des pôles de développement. En créant ces sociétés qui étaient créées ici et là, Sodenkam, Soderim et ici et là, c'était pour permettre de stabiliser les populations, pour qu'elles ne courent pas toutes vers les seuls grands centres urbains qui aujourd'hui semblent être Douala, parce qu'il y a le port, ou alors Yaoundé, parce que tout le monde vient à Yaoundé. Vous êtes d'accord avec moi que quand il n'y a pas d'activité dans le Nkam à côté ou alors en Dôme, par exemple dans la Seine-Maritime, tout le monde couvre Douala. Et quand tout le monde couvre Douala, ça s'accumule ici avec la promiscuité, avec la misère, avec tout ce que cela comporte. Or, aujourd'hui, il faut remettre toutes ces sociétés d'État, par exemple, il faut les réveiller, il faut les remettre. Il faut envisager dans la planification, je le dis, c'est le fédéralisme qu'il faut faire et il faut que les Camerounais aillent vers cela. Cette décentralisation à laquelle ils font allusion ou alors qu'ils essaient d'implémenter avec les résultats qu'ils connaissent eux-mêmes aujourd'hui, le cas de l'éducation est là, ils parlent de transfert de compétences aux régions. Nous allons voir le problème. Il y a des jeunes dans tous nos villages formés, capables de travailler, capables d'enseigner dans les collèges d'enseignement secondaire qui sont là-bas, capables d'enseigner dans des éthiques et des SAR qui sont créés ici et là, encore que là-bas, quand on se pose un problème de foncier, parce qu'on crée des établissements, mais il n'y a pas d'espace. Il va falloir que le village dise, bon, mettez ici, et après, il faudra sécuriser ce terrain. Nous l'avons vu ici avec le lycée Bongo à Douala, où le ministère des Postes à l'époque avait donné à son collègue du Minidu
il lui a donné, du Minéduc, il lui avait donné 4 hectares pour le lycée Mongo Joseph qui est là, sauf que le lendemain, les cadres du mine Postel sont revenus dans ce domaine de 4 hectares, ils l'ont saucissonné, le lycée peine à retrouver ne serait-ce que 2 hectares. Donc, le problème, c'est que si nous avons la possibilité d'avoir une gouvernance locale, bien établir une fonction publique locale, et il y va de l'intérêt des Camerounais de comprendre que le fédéralisme est la solution. En allant dans ce sens de présence de 3 jours, non, les Camerounais travaillent 2 jours par semaine. Vous savez que les Camerounais vont en week-end dès mercredi soir. Hein. Quand on commence les deuils, le vendredi, quand on commence les deuils, tu n'es pas de la fonction publique. Quand on commence les deuils le jeudi, on est parti aux enterrements et puis c'est terminé. Ça, nous le savons aujourd'hui, ce n'est un secret vraiment pour personne. Et puis vous allez trouver des bureaux vides et puis bon, regarde là, j'arrive, etc. À un moment, je finis par là. On a entendu parler apparemment j'ai vu ça dans des journaux, un Camerounais qui était à l'ambassade de Paris, semble-t-il, qui touchait à lui tout seul près de plus d'un millier de salaires par mois. Et là, je rejoins un peu Emmanuel avec ses contrôles de CJPS pour voir l'état physique de ces personnels. Ce n'est pas possible. On a déploré, on a constaté avec beaucoup de retard, ou alors parce qu'on le savait, on était complices, que plusieurs de nos compatriotes, concitoyens, décidaient de partir au Gabon, en France, s'installer des médecins ici et là. Ils allaient s'installer au Canada pour qu'après 2 ans, 3 ans, alors que leur salaire était en train de passer. Donc il y a ce problème, oui, de l'insuffisance du nombre, mais le vrai problème, c'est qu'il faut rajeunir les effectifs. Il faudrait donc que les gens aillent en retraite. La retraite n'est pas une sanction. Merci. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas finalement à régler ce problème? On se souvient qu'en 2021, en mai, le MINFROPA a signé une série d'arrêtés pour radier certains personnels de la fonction publique. Et même dans une correspondance adressée au secrétaire général des services du Premier ministre le 9 mars 2021, le SGPR, sur instruction du chef de l'État, décriait déjà et dénonçait la désertion des fonctionnaires et agents publics de leur poste de travail. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas définitivement à régler ce problème? Mais Madame Nganze, c'est dû au laxisme. Vous voyez finalement que tous les sujets se tiennent. Nous avons parlé sur le premier cas de la spoliation des biens de l'État par les particuliers dont le PAD est un cas patent. Ici, on est à nouveau dans un cas de laxisme. Madame Nganze, je viens et on dit, vous le savez, est-ce que vous savez que le Premier ministre arrive au bureau avant les ministres? Je peux vous confirmer que le Premier ministre arrive au bureau avant 8 heures. À 7h30, quand vous êtes dans les encablures de l'hôtel du député, bon, j'ai eu le privilège parfois d'y séjourner. Vous savez, nous sommes à l'Assemblée nationale et cela peut être mais vous êtes député pour avoir, je veux dire, qui sont ceux qui ont le droit de séjourner des députés? Mais ceux qui peuvent payer. Très bien. Ceux qui peuvent payer. Et quand on y a des députés, on a certaines facilités. Non, c'est important ce que je dis. Je vous assure que sur ce plan, je suis avare en compliment à l'adresse du Premier ministre. Mais je vous dis, le Premier ministre, à 8 heures au plus tard, il est déjà au bureau. Comptez les ministres à Yaoundé qui arrivent au bureau avant 10 heures, je les compte au bout des doigts. Je connais un ministre, je ne dirais pas que celui de votre tutelle, parce que vous ne voulez pas qu'on cite des noms, qui arrive au bureau à midi, qui à 14 heures passe à table, et à 15 heures, il déroule son lit picot. Il s'endort, il se réveille à 16h, regarde les paraffeurs, à 18h, il est déjà parti. Mais que voulez-vous dans un ministère comme celui-là, où vous savez que chez nous, c'est la peur du chef qui amène les gens à aller travailler. Mais j'ai envie de dire, pauvre Premier ministre, parce que si vous arrivez au bureau avant les ministres, et donc avant des collaborateurs, vous êtes le chef du gouvernement, mais vous arrivez au bureau avant. Ça paraissait du folklore à l'époque, mais il y a un ancien Premier ministre qui faisait des visites inopinées dans certaines administrations. On a vu à un moment donné que ça a réveillé un certain nombre de personnes. Encore faut-il aller au-delà de la question. Faut-il passer beaucoup de temps au bureau? Ou alors faut-il travailler pendant un certain temps au bureau? Et lorsque vous regardez le rendement... Faites 8 heures de travail et 8 heures au travail. Voilà, 8 heures de travail ou 8 heures au travail. Mais va savoir, de vous à moi,
Combien passent même 5 heures de temps au travail? Vous connaissez un pays où on a diminué le salaire des agents publics, on l'a divisé pratiquement par 3. Mais ils sont plus présents au travail après qu'on ait diminué leur salaire qu'avant. Résultat des courses, ils ont d'autres poches. Il y a beaucoup d'autres moyens pour lesquels ils parviennent à résoudre la question. Et puis, posons-nous les bonnes questions. D'accord, le Premier ministre réussit encore le pari de tenir ses conseils de cabinet tous les mois. Mais au-dessus de lui, il y a ce qu'on appelle les conseils ministériels. Quand le dernier s'est-il tenu? Parce qu'au fond, vous délignez la tête. Mais Madame Léla, c'est d'une importance capitale. Et c'est pour ça que moi je dis, il nous faut, on a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Je suis totalement d'accord, mais à un moment donné, pour occuper un certain nombre de fonctions, il faut aussi des hommes forts qui ont une vision et qui se donnent les moyens d'atteindre les objectifs. On a au Cameroun, de manière curieuse, des entreprises à qui on demande le rendement, les performances, le chiffre, mais c'est aux mêmes entreprises qu'on met les bâtons dans les roues. Il se trouve simplement qu'aujourd'hui, ayons le courage de nous regarder en face et disons-nous, il faut une véritable réforme de notre administration. Et cela passe également par les réformes des lieux de formation de ceux qui représentent notre haute administration. L'ENAM aujourd'hui, qui injecte dans la fonction publique les plus hauts cadres, est à réformer. Et cela est d'une urgence capitale, parce que les gens ne voient peut-être pas toujours le corollaire, mais imaginez-vous que dans la même promotion, on arrive à la formation du magistrat, de l'administrateur civil, de l'inspecteur des impôts, l'inspecteur des douanes. Quand on va se retrouver dans un département ou dans une région, le procureur de la République est de la même promotion que lui. Tout comme le préfet de la ville, le chef des centres des impôts, ainsi de suite. Ce qu'ils vont faire, c'est que du fait de leurs liens qui se sont tissés pendant très longtemps, désormais, le travail qu'ils font n'est plus un travail efficient, mais ils font un travail d'amitié et de complicité. Alors, docteur Massé-Simo. Un seul conseil de cabinet ne suffit pas. Deux problématiques avec vous. D'abord, la qualité du service public, parce que c'est important d'en parler, mais également ce que vous pensez de cette nouvelle règle de licenciement pour les fonctionnaires après 30 jours d'absence injustifiée. Oui, je vais peut-être commencer par la deuxième pour me rassurer d'avoir suffisamment de temps. J'ai envie de vous dire qu'au niveau de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire, c'est déjà effectif. On n'est plus dans les spéculations. Il y a déjà même des suspensions de soldes qui sont pas la solution. Observées. Non, je vais aller plus loin. Allons très doucement. Je vous ai écouté religieusement. Allez-y, vraiment, docteur. Pour un dimanche. Donc, c'est déjà effectif. Et puis, je vais dire quelque chose d'important. Léla, nous sommes libres d'aller au Canada. Nous sommes libres d'aller où nous voulons. Nous sommes libres de nous mouvoir. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est ce que je demande aux fonctionnaires, c'est un minimum d'honnêteté. Là, je m'en vais au Canada, je suspends mon sol. Tu as vu dire, je ne suis plus fonctionnaire. Je ne peux pas aller au Canada et continuer à percevoir le salaire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois. Et puis vous vous asseyez dans des endroits comme ça, dit comment le Cameroun est piètre, comment le Cameroun est le pays de plus, je ne sais pas trop quoi. Mais vous jouissez, j'ai envie de dire, de ces avantages jour et nuit. Voilà le véritable problème. On a plein d'enseignants et ceci sous la couverture, soit des proviseurs, soit des directeurs d'école. Il faut le dire. Il faut le dire. Moi, j'ai entendu Moïse vous parler ici de l'âge, mais tout le monde sait l'âge à la fonction publique. 60 ans, vous allez en retraite, on ne vous demande pas. C'est-à-dire, c'est chronométré. Ils ont des prorogations. Hein, non, ça dépend des fonctions. Je prends la normale. Fonction publique, je vous en prie. Alors, la fonction publique, la retraite, c'est 60 ans. Oui. Mais on peut proroger. Oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Là, c'est clair, c'est connu de tous. Non, c'est pas la catégorie. C'est connu. Voilà, maintenant, je vais aller. 65. 53, 55. Non, maintenant, 57. On a renvoyé les 53 et les sous-officiers. Les sous-officiers. Maintenant. Les sous-officiers dans les forces de défense. Permettez que je termine. Vous avez parlé. Allez, docteur Massé-Simo. Donc, on ne peut pas établir une différence, c'est-à-dire une comparaison entre. Parce que j'ai entendu parler, on vous dit non, les membres du gouvernement, ils sont vieux, donc du coup, on ne peut. Non.
On sait, il y a tout un calendrier, il y a tout un organigramme, j'ai envie de dire, toute une structuration, tout un ensemble d'éléments sur l'âge de départ en retraite. On n'est pas étonné, on n'est pas surpris de la retraite. Lorsqu'on entre dans un service, on sait à quel moment on part. L'autre chose qui m'a choquée, c'est d'entendre des gens vous dire, dans une localité, il y a des populations, il y a des enfants. Alors une manière de dire que Moïse me demande d'aller enseigner mes frères et sœurs à Baganté. Oh que non! La politique du chef de l'État est conçue telle que chaque Camerounais se sent à l'aise partout où il se trouve. J'enseigne les enfants à Douala, je suis contente. Je vais à Yaoundé faire des conférences, je suis contente. C'est-à-dire, je me comporte comme si j'avais en face de moi mes propres enfants. Maintenant, vous voulez me réduire à un repli identitaire. Au point où vous vous levez en disant non. Si on vous envoie permettez, je vous ai entendu parler. Permettez que je... Messieurs. Je vous ai entendu parler. Qu'est-ce que j'ai parlé? Vous dites on vous affecte en dôme, on vous affecte assis, c'est un problème. Mais le fonctionnaire, c'est qui le fonctionnaire? Le fonctionnaire est appelé à travailler partout. Donc vous pensez que si on me dit, j'ai entendu on a ouvert une université à Dieu merci qu'on en a maintenant dans toutes les régions. On m'affecte à Ebolo. Non, je vous en prie, pour vraiment. Les enseignants qui sont... ne se décrète pas non, sur je vous en prie. Non, vraiment. Armand, ne donnez pas l'impression que... Non, je vous en prie. Mais c'est pas des Je vous en prie. Oh, non, donc, selon vous, il n'y en a pas... Ne faites pas insulte à selon vous, il n'y en a pas au Cameroun. Vous voulez me faire comprendre? Selon vous, il n'y en a pas au Cameroun. Selon vous, il n'y en a pas au Cameroun. Une université ne se décrète pas. On a des exemples en Afrique. Je vous en prie. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Allez-y. Donc, je suis en train de vous dire, quel que soit le lycée où on envoie un fonctionnaire, il devrait s'y rendre avec beaucoup de choix et d'amour. Parce qu'il ne va pas enseigner, non. Il ne va pas enseigner des chèvres et des moutons, mais il va enseigner des citoyens camerounais. Arrêtez un peu ce discours. Justement, maintenant, j'attendais qu'on me dise qu'un ensemble de conditions soit mis sur pied. Et je vais juste avec un élément. Non. J'ai eu la chance de travailler sur le projet Diebalé. Vous l'avez entendu ces derniers temps, on vous dit Kylian Mbappé a construit Diebalé, c'est mon, c'est descendu. Et j'ai eu la chance de faire partie de ce projet de réhabilitation. Parce que voilà le véritable mot. De réhabilitation. Oui, c'est ce sujet-là. Non, vous l'aviez souligné. J'ai eu la chance de travailler sur ce projet de réhabilitation, je disais, de l'école publique de Diebalé, une école qui est depuis 1933, il faut le savoir. Mais est-ce que vous savez, Léla, qu'il y a des enseignants qu'on affecte dans ces écoles, ils refusent. Des enseignants Douala, pour ne pas dire Sawa. C'est-à-dire, je ne dis pas Sawa, je dis bien Douala. On affecte à Diebalé, ils refusent. Au point où... Oh là là. Vous savez qui est directrice à Diebalé? Parce qu'il y a une maternelle, il y a une prévue. Vous savez qui sont les directeurs et les directrices? Ça fait pitié. Donc, que les Camerounais arrêtent de jouer à ce jeu où je ne vais pas à, je vais uniquement à. Voilà un problème que nous avons qu'il faut décrier. Il est important de savoir qu'on vous a fait quelque part, c'est pour l'intérêt de l'État. Vous n'y allez pas. Maintenant, la qualité du service. Là, maintenant, je vais entrer dans la qualité du service. Il faut également s'interroger, et je dis même, qu'on ne se limite pas seulement aux sanctions de absentéisme, de retard, mais qu'on va même plus loin sur la qualité des services pour dire les résultats. Moi, je suis de ces fonctionnaires-là. Venez dans mes bureaux à 7h30, vous me trouverez. Et ça, vous le savez. Parfois, on me demande, mais tu as même quelle qualité de fonctionnaire? Je dis vraiment, c'est culturel. Oui, non, je parle pas. Je prends un exemple. Vous avez pris des exemples avec votre président national, j'ai digéré, même comme c'était incongru, j'ai avalé. Maintenant, permettez que je prenne des exemples. Armand, je vous en prie. Je dis bien, de manière générale, sur la qualité du travail, là, je voudrais également qu'on mette leur son là-dessus. Parce que moi-même, j'ai des collègues, parfois, ils posent des gens, je leur dis, mais mes frères, quand vous vous comportez de la sorte, ça ressemble à quoi? Et après, vous voulez bien que le Cameroun avance. Vous voulez bien que des choses marchent. Mais vous ne vous posez pas la question au niveau où vous trouvez. Qu'est-ce que vous aviez fait pour qu'elle marche? Donc, après les absences, là, que le chef de l'État ou alors... Qu'est-ce qu'on met rapidement, qu'est-ce qu'on met dans une discipline? L'indiscipline, non-respect de la hiérarchie. Non-respect de la hiérarchie. Il y a non-respect de la hiérarchie parce qu'ils se sentent notés même au niveau de vos... Il y a non-respect de la hiérarchie qui est mis dans la discipline. Et puis, il y a même au niveau même du comportement, même l'insubordination. Qui entre dans cette discipline-là. Et même la ponctualité au travail. Très bien. Donc, non-respect de la hiérarchie et insubordination. Alors, permettez que je fasse un léger petit retour dans le temps. En 2019, lorsqu'on parle du grand dialogue national, le Premier ministre chef du gouvernement, lorsqu'il dit, voilà, le chef de l'État dit qu'on parlera de tous les sujets,
et le ministre de l'administration territoriale qui va sur une chaîne étrangère dire que non, on ne parlera pas de tous les sujets. Est-ce que c'est un cas d'insubordination et de non-respect de la hiérarchie? Est-ce que c'est un cas d'indiscipline? Ça, je ne vais pas savoir, je ne peux pas savoir, je ne vais pas vous répondre avec exact. Je vous en prie, je ne veux pas savoir parce que dans un domaine plus contre, il faudrait qu'on soit dans mon domaine pour que je vous dise qu'il y a insubordination et X ou Y. Maintenant, si on commence à dire, le MINAT est allé à l'extérieur, dire on ne parlera pas de ce sujet, j'ai envie de savoir, est-ce que il n'a pas eu des hautes instructions ou alors des instructions quelque part? Autant de questionnements qui doivent être posés. Donc c'est pourquoi je me réserve de dire, je ne peux parler d'insubordination. En une minute d'abord, M. Gane et ensuite Armand Okol. En une minute. Oui, moi vraiment en une minute. Oui, en une minute. Nous sommes à Baganti. Oui, que je retourne chez moi enseigner. Le sous-préfet qui est à Baganti, d'après vos textes, les textes organiques, on dit l'administrateur qui est là, stimule le développement des populations. Oui. C'est ça. Allons-y rapidement. Et même les élites, hein? Oui. Attends, non. Nous travaillons régulièrement, même les élites. Oui, allons-y rapidement. Let's go. Et nous disons qu'il faut le fédéralisme parce que nous devons aller vers des gouvernants qui ont des mandats électifs, qui sont des élus. Ça veut dire que c'est à Baganti, vous êtes à Baganti, on ne va pas s'asseoir à Yaoundé pour décider des besoins des populations de Baganti, pour dire qu'il faut une école. C'est ce que nous disons. Nous disons, madame Simon est fonctionnaire, elle peut être affectée partout, mais pour prévenir qu'on manque de personnes qui doivent aller enseigner à Djebale, je ne veux pas parler ici de Douala Cizé Manoka, ou là-bas c'est Kriar, seulement parce que pour traverser les eaux, il y a des moyens. Vous parlez des primes, vous parlez des moyens d'accompagnement, parce qu'il faut des gilets de sauvetage, il faut des embarcations, je crois que vous n'avez pas encore fait. Il y a même des primes de risque qui sont payées au niveau de la fonction publique. Non, juste un exemple. Non. Donc il faut déjà... Vous payerez 100 000 quand vous serez au pouvoir. Docteur, je t'ai laissé parler. Allez-y, rapidement. Il faut y aller, en dehors des primes de risque, il faut avoir au moins la chance d'arriver et de pouvoir dormir quelque part. C'est la réalité de notre pays. Alors nous disons, donc localement, oui, les populations s'asseyent. Là, on a dit qu'on est en train de transférer le transfert de compétences aux régions. Nous attendons de voir à la rentrée quelle serait la position des enseignants non fonctionnaires. Parce qu'il y a un texte dans ce sens. J'avais dit une minute. Qui anticipe sur ce que Madame le ministre vient de J'avais dit une minute. Donc nous disons que nous ne demandons pas que Madame Simon ait enseigné à Baganté, mais nous disons que rassurez-vous, j'irai volontiers. On est désormais des dirigeants, des gouvernants. Armand Okol, en une minute également. Merci M. Ngane. Armand Okol en une minute également. Et on va sortir avec beaucoup de l'État lui-même crée les conditions d'absentéisme et d'indiscipline. Je vous prends deux petits cas simplement. Docteur Simon a parlé de l'environnement, de l'éducation. Dites-moi, lorsque vous prenez un enfant sorti de l'école normale supérieure, avec tout ce que ça a nécessité pour qu'il puisse se former, et que sitôt sorti, vous l'envoyez enseigner à, je vais prendre un cas que je connais, à Ndilele, où à l'époque, mon papa a été le chef d'unité de... Vous avez une minute. C'est au chat. Et dès qu'il arrive, docteur Simon, vous dites une chose... Allez-y, Armand Okol, vous avez une minute. Et que, une fois affecté là-bas, il n'y a pas de moyens d'accompagnement. Voilà un jeune qui vient de passer 3 ans, et vous savez les conditions aujourd'hui pour entrer dans ces grandes écoles. Il arrive à Ndélélé qui se trouve à minima à 700 km de Yaoundé, et qu'ils doivent attendre 3 ans pour avoir le salaire. Dites-moi comment est-ce que lui, il ne sera pas absent. Deuxième petit exemple, sur le profil des carrières. Quand un enfant étudiait dans un lycée, il a eu le baccalauréat, il est allé à l'école normale supérieure, il est sorti de là, il revient dans l'établissement où il a eu le bac, parce que je connais des cas comme ceux-là. 2 ans après, il est fait censeur, alors que son enseignant de l'époque de première est encore là et qu'il n'a aucune responsabilité. Dites-moi comment il n'y aura pas une discipline et une subordination. Très d'accord. Comment réinventer justement le service public aujourd'hui en une minute? Comment réinventer aujourd'hui le service public au Cameroun? On sort de ce sujet. Rénovation, comme disait Bongo, ce n'est même pas la réforme. Hein. Il faut tout rénover, il faut mettre tout à neuf. Parce que vous ne pouvez pas nous expliquer que les cas sont légion. Je prends l'exemple de Manoka. Je quitte ici avec une équipe du MRC pour aller à Manoka pour faire les inscriptions sur les listes électorales. On arrive là, on va aller Camon, toute la porte fermée. On revient, on va une deuxième fois, la porte est fermée. On se lance, on dit non, les CAM ne travaillent pas comme ça. Ils viennent seulement les mercredis
et les jeudis. Donc, ils ont 2 jours dans la semaine. Voilà des choses qu'il faut dénoncer. Vous devez d'abord vous renseigner à Douala pour prendre son numéro pour savoir quand est-ce qu'il vient. Donc, il vient quand il peut. Mais c'est aussi un fonctionnaire. Et c'est valable pour tout le monde. Et là-bas, vous trouvez, on a marché à Manoka. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour réinventer la fonction publique? Pour réinventer la fonction publique. Pour réinventer la fonction publique. Parce que vous semblez ne pas croire aux sanctions des 30 jours. Il faudrait qu'il y ait, si c'est la décentralisation, qu'il y ait une vraie décentralisation avec le transfert de compétences et le transfert de moyens. C'est-à-dire que si c'est les mairies qui doivent s'en occuper, que les mairies aient les moyens pouvant permettre aux fonctionnaires locaux qui sont là d'être payés. Monsieur Kouyi, c'est une solution sparadrap. Le régime qui est là ne peut plus rien proposer. Il faut s'en débarrasser. Merci, messieurs, merci. En une minute, on parle de la prorogation du mandat des conseillers municipaux. Monsieur Ngane, on commence avec vous. Comment est-ce que vous analysez le manque de clarté dans cette sortie du chef de l'État, dans ce décret du chef de l'État? Parce que le chef de l'État dit que le mandat des conseillers municipaux est prorogé du 25 février au 31 mai 2026, sauf si une élection intervient dans cet intervalle. Notre position est connue par rapport à toute prolongation de mandat, que ce soit des députés ou que ce soit des conseillers municipaux. Et pire encore, avec les conseillers municipaux. Nous avons une bataille qui continue avec cette affaire. Pourquoi? Parce que, en prolongeant les mandats, nous avons un souci avec les élections des conseillers régionaux. Voilà. Nous avons des soucis avec les conseillers régionaux et nous attirons l'attention de ceux qui décident de cela de vite fait pour clarifier la situation. Parce que les conseillers arrivés en fin de mandat et dont les mandats sont prorogés conformément à la loi, il faut le dire. Il n'y a pas ça, c'est prorogé conformément. Mais il y il y aura élection des conseillers régionaux. Très bien. Alors ils ne peuvent pas faire partie du corps électoral qui doit nous donner de nouveaux conseillers. Merci. Nous pensons donc que cette affaire doit être clarifiée. Pour ce qui est de notre part, nous disons aux Camerounais d'être vigilants. Merci, les merci. élections, à tout moment, peuvent merci. En une minute également, en moins d'une minute, oui. Je crois que le chef de l'État a mis dans ce décret, parce qu'il y a d'abord la loi qui proroge le mandat des députés, qui les met, je crois, en mars. La loi qui proroge le mandat des conseillers municipaux, qui les met en mai. Nous sommes toujours en 2026. C'est des choses qui ne peuvent pas se faire. Très bien. Donc tous ces décrets sont des décrets inopérationnels. Merci. Ils ne pourront pas respecter tout ce qui est dans le décret. Merci. Légal, mais illégitime. Merci Arnaud Col d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous, Monsieur Emmanuel Kounié. Dr Marcel Simon, merci d'avoir été là. Moïse Ngane, merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 21h30. Demain lundi, lorsqu'il sera à 13h30, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche à tous. Bon dimanche.